Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Jamais assez. Cette semaine, je vous présente une conversation énergisante qui va vous donner le goût de bouger et peut-être de cuisiner avec le chef passionné de vélo, Camilo Lapointe Nascimento. Camilo est un chef qu'on a découvert, pour ma part, à travers l'émission Les Chefs qui était diffusée à Radio-Canada à la saison 2020, pendant la pandémie. Et il a été connu pour son énergie à dire « Oui, chef ». Donc, si vous le cherchez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver Camilo Oui Chef. Donc, si vous cherchez sur ses réseaux, si vous cherchez aussi sur sa chaîne YouTube, j'en profite pour vous suggérer fortement d'aller voir tout son contenu parce que si vous n'êtes pas convaincu, après l'épisode, je suis certain que vous allez y aller. Camilo crée du contenu incroyable. Puis il faut que je le remercie personnellement parce qu'il m'a même ranimé le feu de la création en moi. Puis ça, ben, c'est pas rien quand quelqu'un fait ça pour vous. Il m'a redonné le goût de créer du contenu parce que pour vrai, ce qu'il crée, c'est pertinent, c'est beau, c'est bon. Parce qu'il vous transfère aussi des recettes de cuisine en plus de partager ses expériences cyclistes. Fait que sur cet enthousiasme qui m'habite maintenant après cette rencontre, ben, je vous mets le podcast dans les oreilles et je vous souhaite une excellente écoute. Fait que là, sur Instagram, on dit Camille Louis Chef ou Camilo Oui Chef? Camille Louis Chef. Ah, comme tu veux, man. Comme tu veux. Mais avant ça, il faut qu'on parle des Rice Krispies. Ouais. Fantastique. Qu'est-ce qui s'est passé sur Internet récemment que j'ai pas eu vent, là? J'ai manqué un bout. Ben, certains des vrais, je veux dire comme ça, sont déjà au courant que c'est une recette magique pour carburer sur le vélo. Mais plus récemment, il y a un article qui est sorti que il y a beaucoup de cyclistes professionnels qui utilisent les Rice Krispies Square comme stratégie de nutrition durant l'effort. Tu penses que c'est parce qu'ils sont... Le format est convenient? Je pense que c'est ça, mais je pense aussi que le riz, quand tu parles de glucides, il y a comme plusieurs catégories. Il y a les sucres simples, il y a les féculents, il y a aussi les fibres, mais bon, pour l'endurance, on parle pas vraiment de ça. Puis c'est un peu les deux qui se battent, là. Le sucre simple, puis les féculents. Puis dans la catégorie des féculents, ben, le riz, c'est comme pas mal... proche du sucre simple. Oui, effectivement. Il est absorbé, le corps le transforme très rapidement en énergie. C'est l'indice glycémique, dans le fond, là, qu'on parle, la rapidité avec laquelle exact, c'est disponible. Je m'excuse, là, je suis limité là, dans mon vocabulaire de nutritionniste. Mais t'es pas limité en cuisine, fait qu'on est exact. Fait qu'aujourd'hui, je te reçois, Camilo, parce que t'es dans le monde du vélo, puis t'es un créateur de contenu, puis ben, t'aimes ça biker fort. Je pense que ça fait partie de tes obsessions sur lesquelles tu passes beaucoup de temps. Yeah. Puis je suis vraiment content que t'aies dit oui, d'ailleurs. Merci. Ben là, écoute, merci à toi de m'accueillir. C'est vraiment hot. C'est vraiment cool qu'on puisse explorer cette espèce de mix-là qu'on n'entend pas souvent parler, là. C'est-à-dire d'avoir une job qui veut pas quand même physiquement exigeante, là. Ouais. Ton endurance fondamentale, on pourrait dire que tu la travailles quasiment en cuisine aussi parce que, man, il faut que tu sois concentré longtemps là, quand tu fais ce genre de job-là. Ça part de où, ce mix-là? T'sais? On peut parler du BMX en premier. Je sais pas par où tu veux partir. Mais pour mettre le personnage en place, parce qu'il y en a qui te connaissent peut-être via l'émission Les Chefs, à cause justement de « Oui, chef! » Puis il y en a peut-être qui te connaissent via le vélo. Puis là, il faut comme merger toutes ces facettes-là de ta personne. Bien sûr. Je suis content qu'on parle. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... On se cache pas. On est assumé, passionné de vélo. Fait que ça va être le fun de pouvoir aller à fond là-dedans. Puis tu sais, si jamais on geek sur un truc, je vais m'assurer peut-être de le vulgariser pour ceux qui sont moins à l'aise. Puis, parce que je pense que c'est ça qui est cool aussi, c'est que des gens qui vont débuter vont sentir que on peut aller geek puis qu'on va les accompagner vers peut-être des affaires qu'ils n'ont pas encore... découvert, pour le meilleur et pour le pire. Là. Parfait. Parfait. Ben oui, écoute, tout ça a commencé quand ma grand-mère m'a inscrit dans un camp de cross-country, quand j'avais peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Puis, fait que là, c'était comme ma première expérience de vélo. C'était au Mont-Saint-Anne. Pendant une semaine... C'est quand même très nice. Moi, si tu m'avais dit à 12 ans, je vais faire un camp de cross-country au Mont-Saint-Anne, j'aurais comme fait « Yeah! » Mais mes grands-parents habitaient au Mont-Saint-Anne, donc on allait souvent là-bas. Et c'est ça, c'était comme une activité pour l'été. Elle voulait que je sorte dehors. Parce que, en tout cas, petit sidebar, mais mes grands-parents avaient le câble, puis moi, j'avais pas le câble à la maison. Fait que j'avais tendance à rester Canal coincé. Famille, all the way, Télétoon. Exact. J'avais tendance à rester coincé sur la télé pas mal. Fait qu'elle m'a dit « Alright, sors dehors. » là. Et ultimement, ce qui est arrivé, c'est que il y a comme
ça n'a pas été un déclic tout de suite parce que plus jeune, le cardio, c'est comme difficile d'aimer ça. D'aimer ça. Ouais. Mais la raison. partie de descente, c'était genre, oh, all right. OK, ça, c'est le fun. Donc, éventuellement, j'ai transitionné vers le vélo de descente. Wow, OK. Fait que j'ai fait genre... Faut que tu nommes tes vélos. C'est très important ici parce que moi, je trouve ça important de savoir c'était quoi le vélo que tu avais. Là. Aïe, aïe, aïe. Fait que le premier, c'était un Scott, mais je me rappelle pas c'était quoi Un le modèle. Hardtail ou un simple suspension? Non, ou il y tu avait parles deux suspensions. Ton premier DH? Ah, attends. Moi, je veux savoir au Mont-Saint-Anne. Mon Saint-Anne, c'était un Norco, mais j'ai aucune idée c'était quoi. OK, nice. Simple suspension. Là, sûrement genre... en aluminium. Oh, ouais, un Norco Torrent. L'affaire ouais. que tu te magasines quand il t'as était comme... beige, puis il y avait des freins à disque, puis ça, j'étais comme, oh, freins à T'étais-tu disque. déçu de ne pas avoir un Kona, mettons? J'étais pas encore rendu là-dedans. Tu savais J'étais pas encore non. qu'il y avait comme des grades, Non. là. Mais, je vais te dire, la première fois que j'ai écouté Rome ou Seasons, après ça, c'était Kona All the Way, je voulais rien savoir. Ou Santa Cruz avec Steve Peet, ça? Ouais, Steve Peet. Je connais pas les Non? noms, Oh my God. Hey, en tout cas, ces deux films-là, là, c'était la chance. En tout cas, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont reconnaître ces deux films-là. C'est genre ultra. Dans le monde de la descente, là. En tout cas, fait que. T'avais pas les Balfa aussi qui étaient des vélos québécois? Attends, Balfa BB7, c'était genre un vélo. Écoute, j'étais. Moi, j'avais des amis qui faisaient ça, fait que des fois, j'ai aidé avec de la mécanique vélo. Ah ouais. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire qu'éventuellement, je rentre vraiment dans le monde du vélo de descente. Passionnant, sauf que c'est limitant parce que. C'est ça, j'allais dire, c'est pas accessible, là. Je veux dire, ça te prend ton char, ça te prend ton bike, exact. Tu pètes ton bike, faut que tu repartes ton bike. Et puis, tout mon amour va à ma mère qui prenait le temps à chaque week-end de faire l'aller-retour à Bromont. À Bromont, c'est ça, j'allais dire, c'est sûr, c'est à Bromont. Genre, elle était vraiment. Est-ce que t'as clearé le pont? Ouais, je clearais le pont. C'est la question de Bromont. Ouais, je clearais le pont une couple de fois. T'as-tu déjà passé tout droit? Ma dernière journée de vélo de descente, j'ai failli mourir sur le pont, puis c'est comme ça que ça s'est arrêté, je te dirais. Je l'ai sauvé, là, je sais pas trop comment j'ai fait. Mais des fois, t'as des journées de même en vélo descente où est-ce que tu te sauves la peau, genre 15 fois, là, puis tu te rends compte, oh my God, c'est donc bien dangereux, ce sport-là. Genre. J'étais à l'hôpital par je sais pas quel move j'ai réussi à me sauver. Ah, man. Et puis, c'est drôle. Pour pas aller trop vite, mais à travers tout ça, j'ai commencé à faire du BMX en ville parce que c'était difficile de pratiquer mon sport. Tu sais, tout le temps aller attendre le week-end, ça devenait long, tout ça. J'avais besoin de quelque chose tu sors de la maison, tu peux pratiquer un sport, right? Puis c'est là que j'ai commencé à faire du BMX avec des amis du secondaire. Et là, il y avait comme une espèce de guerre entre les deux. Est-ce que je reste à Montréal faire du BMX avec mes amis? La fin de semaine. Le week-end où je m'en vais à Bromont, tu sais, potentiellement vraiment me faire mal. Puis là, il y avait un côté vraiment chiller du BMX, moins cher, il y avait comme une liberté. J'avais comme un crew, on filmait des DVD, on faisait des affaires comme ça. T'sais, on était vraiment genre investi dans la culture du BMX. Puis éventuellement, j'ai décidé de vendre mon vélo de descente puis de juste vraiment comme me concentrer sur le BMX. Puis là, ça a ouvert des portes. Là, j'ai rencontré du monde, j'ai travaillé sur des projets vidéo. Dans quel coin tu roulais en BMX à Montréal? On faisait partout. C'était ça le but. Vous alliez checker des On faisait du BMX street là, pour le rendre plus clair. Là. Fait qu'en gros, le but, c'est de trouver... Le mobilier urbain pour faire tes trucs. Là. Wow, le mobilier urbain, exact. T'as Radio-Canada ici. Ouais, on était à la recherche du mobilier urbain, effectivement. Puis ça amène énormément d'aventures. Tu n'as pas le choix. Faut que c'est comme, j'ai trouvé un spot complètement fou, genre caché. Genre. T'as-tu compris? C'était rendu ça. C'était comme qui peut apporter le nouveau spot. Puis ça a comme créé justement deux espèces de visions du sport. T'avais comme une fois arrivé au spot, là on s'installe, on fait nos trucs. Mais t'avais aussi tout le moment où est-ce qu'on roulait vers le spot. Là, tu es sur un BMX, c'est un vélo, tu peux faire des bunny-ups quasiment aussi haut qu'un char. Fait que là, tu te promènes en ville, tu fais n'importe quoi, tu sautes sur le trottoir, sur le mur. C'est comme une liberté énorme. Puis ce côté-là, justement, d'aventure, de recherche, je l'ai vraiment retrouvé avec le vélo de route éventuellement. Ouais, plus récemment. Là. Mais le vélo de route, je veux dire, t'es confortable, c'est fait pour aller vite, pour rouler longtemps. Un BMX, t'es debout tout le long. Quand tu t'assois dessus, c'est parce que t'as arrêté puis tu chill. Exact. Surtout moi, avec mes grandes jambes, t'imagines-tu pédaler sur un BMX assis? Il t'aurait fallu un ball dropper si tu poses sur ton BMX. Exact. Et voilà, je savais éventuellement que le vélo de route allait s'en venir. Je le voyais au loin, là. Je le savais. Et comme ça, c'est pour les plus vieux. Là. Éventuellement,
j'ai commencé à investir beaucoup plus de temps en cuisine pour faire avancer ma carrière. Puis c'était comme plus une possibilité de me blesser. Je pouvais plus prendre de risques. Oui, clairement. Fait que c'est là que le vélo de route est comme rentré dans la game. Mais tu fais du vélo, du triathlon, t'es un physio, t'es un coach, t'es un passionné de sport, eh bien, abonne-toi au podcast Jamais Assez parce qu'à chaque semaine, on te donne de l'éducation gratuite. On te partage des entrevues inspirantes avec d'autres athlètes passionnés comme toi de tous les niveaux. Abonne-toi au podcast Jamais Assez sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. On se retrouve à chaque semaine en 2025. C'est un rendez-vous. Mais t'avais quel âge quand t'as commencé à faire vélo de route? Je pense que mon premier attempt, c'était à 20 ans. Wow, OK. Ouais. Mais t'avais commencé la cuisine avant ça, probablement. Ouais. OK. Ouais. C'était la première fois que j'ai essayé, c'était à 20 ans. Je dis la première fois que j'ai essayé parce que ça m'a pris 2 fois avant d'aimer ça. La première fois, j'étais comme... Dans quel contexte, là? Dans le contexte que j'étais dans un monde de la restauration. On buvait beaucoup d'alcool, on faisait le party. Mm-hmm. Mon cardio, il était loin d'être là. Donc, c'était absolument horrible. Genre, monter Camille-Hood, oh my God. Ouf. C'est quoi, c'est la première fois, là. C'est des amis qui t'ont amené? Ouais, j'avais un ami qui faisait du vélo de route, puis il m'a dit, écoute, man, faut que tu lock-in. C'est le meilleur sport qu'il n'y a pas. Là, attends, c'est en quelle année, ça? T'avais 20 ans? On va révéler ton âge, tu es à l'aise en même temps. Là, j'ai 28 ans, je vais avoir 29 en septembre. Je suis pas bon en maths, là. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? T'as 28, là? Ouais. OK, fait que c'était genre 2017. Ouais, merci. OK, non, mais OK, parce que ça me met en contexte, parce que quand je pense physio-vélo, j'ai parti en 2015, puis moi, j'avais commencé le vélo de route en 2005. Puis là tu sais, comme, je mettais des cuissards, puis je me faisais écœurer partout parce que j'étais en linge moulant, puis ça n'avait pas rapport, mais j'avais une bonne estime de moi, puis je m'en crissais des autres, fait que j'étais correct. Mais 2017, ça commençait à être populaire. Là. Moi, je pense aux gars du clan Nox, je pense à toute la communauté. Tu sais, comme 2017, là, c'était effervescent déjà, là, les mardis cyclistes, la Chine. T'as-tu amené voir ça, ton ami? Non, mais le truc qui était le fun, c'est que lui, c'est un des fondateurs de l'entreprise Le Braquet. Donc, il y avait comme toute cette espèce de... On parle de qui? On parle d'Alex? Ça s'appelle Maxime. OK, Maxime. Puis, dans le fond... Max m'a juste regardé, il m'a dit « Hey man, genre, faut que tu fasses parce que les autres, le braquet, je pense que c'était en même temps, c'est 2015, 2016, c'est quand j'ai parti physio vélo en même temps, c'était grosso modo 2018 peut-être? Je pourrais pas te dire. OK, fait que c'est tout dans cette année-là. Là. Okay. Ouais, puis là, il m'a dit « Faut que tu viennes, puis éventuellement, je suis allé avec eux. Puis tu sais, quand t'as quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui t'encadre, puis qui te montre un peu ça, plus... Faut faire ça, faut pas faire ça. Oublie pas de manger, là. Exact, ça l'a vraiment tout changé. Il t'a amené sur quel vélo, c'est encore une fois? Mais c'était le mien, j'en avais acheté un. J'avais commit déjà. Ouais. Ça, c'est... J'avais commit déjà. T'as acheté quoi? Parce que là, je sais c'est quoi ton bike qui est très nice, mais je veux savoir le premier. C'était un Giant. C'était un Giant. Non, c'était un vélo d'endurance. Defy. Ouais. Noir et orange. Pas le choix. Les Giants ont tout le temps une couleur fluo dans ces années-là. Ouais. T'as pas le choix. Mille de rien était quand même bien. C'est un bon bike pour commencer. Là, c'est parfait. C'était parfait. Puis, mais encore une fois, j'ai comme pas le choix de commit. Ça m'a pris genre 6 mois à aimer le sport, moi. Ça a été long. Là. Genre, je me suis dit... T'as trouvé ça long, 6 mois? Mais non, mais dans le sens, tu sais, des fois, tu fais... je suis sûr qu'il y a du monde qui nous écoute, là, qui ont commencé à faire du pickleball. Là, puis là, dès la première game, oh my God, je veux en faire. Pourquoi t'as choisi le pickleball comme exemple? Ben, parce que c'est un gros sport en croissance en ce moment. Là. Mais tout le monde semble tomber en amour avec ce sport-là du premier coup. Tandis que le vélo d'endurance... C'est pas aussi accessible. On va s'entendre que ça demande un effort. T'sais, pour aimer ça, mettons, te pousser de même sur un bike, comme tu l'as dit. T'as pas ça à 12 ans, puis t'as pas ça instantanément, même si tu le fais plus vieux. Là. Mais une fois que t'as le déclic... C'est quelque chose de... Ça devient puissant. Là. Puis en descendant en Camillien, t'as-tu ressenti la même chose qu'en descendant le Mont-Saint-Anne? T'étais-tu comme, OK, ça c'est nice, j'ai la face dans le vent, ça va vite en crise. Puis... Ouais, définitivement. Je te dirais que ça a titillé le démon un peu. Là. Ah ouais, t'étais comme, on peut aller très, très vite ici. C'est quoi, il y a 2 ans, je suis allé à Québec faire un événement au restaurant La Tania. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Puis le chef là-bas, vraiment... quelqu'un d'extraordinaire. Lui, il a bâti, avec ses partenaires, bien sûr, l'entreprise pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une belle qualité de vie pour les employés. Nice. Tout le monde, il y a comme un gym dans le restaurant. C'est vraiment, ils ont vraiment investi sur faire en sorte que leur équipe se sente bien au travail. Et lui aussi, dans le fond, investit sur sa santé, puis il fait beaucoup de vélos d'enduro.
Fait que là, je suis allé faire avec lui avant un service. Il m'a dit, OK, dans la journée, on part ensemble le matin, on va faire l'enduro. Comment ça tente, genre? Juste à côté. Ah non, c'est pas Sentier du Moulin? Ouais, exact. Oh. Puis là, il me dit, il faut que tu reconnectes avec ça, tu vas voir, tu vas capoter. Puis tu déménages à Québec pour aller là. Ben là, moi, j'avais genre un Specialized démo qui pesait 50 livres, là, back then. J'avais jamais vu l'avancée technologique. Les nouveaux bikes sont juste comme... Oh my God! Fait que là, je loue un vélo. T'as roulé sur quoi? Je me rappelle plus. Là, ça devait être un De Vinci. Tu sais, les locations, c'est souvent des De Vinci. Là. Un De Vinci, mais mine de rien, genre un vélo impeccable. Tout peut se barrer, drop post. Tu passes dans n'importe quel champ de mine, t'es comme... Ah ouais, puis ça pèse rien. Ouais. Fait que là, on monte, on descend. Je te dis, man, j'ai failli retomber dedans. Là. Genre, il a fallu que je me calme parce que pendant 2 semaines après, j'étais genre en train de checker les bikes. C'est Marketplace de comme faut, j'achète un nouveau bike. Mais, puis, je suis pas le seul des anciens DH qui font du vélo de route, là, qui sont comme constamment titillés par le démon du DH, mais on sait que si on retourne là-dedans, on sera plus capable de marcher dans 2 ans, genre. Ouais. Puis que ta blessure va impacter ben des affaires, des responsabilités que tu n'avais pas à l'âge que tu pouvais clairer le pont à Bromont. Si tu te déchets, tu étais comme « Maman, viens me chercher. » Donc ouais, j'ai failli retomber dedans. Mais ce gars-là, c'est une inspiration pour toi? C'est malade, je veux le rencontrer, ce gars-là, d'avoir pensé à... Parce que je fais un détour, là, une genre de question longue de mise en contexte. Je veux être sûr de bien comprendre le contexte. J'ai l'impression que dans des entrevues que tu as données, dans des podcasts, puis dans des conversations que tu as eues, qui sont publics là, sur Internet, il y a un enjeu pour toi d'accéder à cette qualité de vie-là puis d'assurer la longévité. Puis des acteurs qui... quand tu étais plus jeune, tu disais, là, on était dans la restauration, c'était comme, on était à côté là-dedans, on buvait beaucoup, on était intense. Puis j'ai jamais entendu parler d'un exemple comme celui que tu viens de me parler, du gars de la Tonnière dont je connais pas le nom. Mais c'est une inspiration pour toi? Bien sûr, ben oui, c'est François-Emmanuel. François-Emmanuel, parfait. Good job, François. Je te connais pas, mais je veux te rencontrer. Ben, ils ont gagné, ils viennent juste de récolter 2 étoiles Michelin là, avec l'arrivée du guide. Fait que, en plus, de combiner ça avec le succès, ben le succès, après ça, je veux dire. Et eux, ils l'ont anticipé depuis longtemps. Ils travaillent très fort pour ça depuis longtemps. Parce que son staff, il peut le garder, j'imagine. Le monde reste là aussi. Ouais. On en parlait un peu, là, c'est toujours une question de balance puis de trouver le juste milieu pour être capable de payer le loyer puis d'avoir cette qualité de vie-là puis de pas trop en mettre sur les épaules de tes employés pour qu'ils soient à l'aise au travail. Fait que c'est dur de dire que c'est parfait là, parce que c'est pas facile d'atteindre cette espèce de juste milieu-là. C'est un équilibre qui doit être justement tout le temps un petit peu... Tu l'as pas, tu l'as pas. C'est sûr. Ben, écoute, je peux pas parler pour ce qui se passe là-bas, mais d'un œil extérieur. Ouais. Et quand je suis allé collaborer avec eux je là-bas... Je l'ai invité au podcast. Fait que on va checker ça. Je vais aller faire ça. Probablement que je pourrais setuper mon setup dans son studio. On va aller chez Musette là, à Québec. Okay, là, bon, parfait. Je vais l'écouter. Puis, mais tout ça pour dire que les intentions sont là et le leader le fait lui aussi. C'est toujours l'idée par l'exemple et je pense que c'est ça qui fait la grosse différence. On est plusieurs de ces comme nouvelle génération de chefs qui veulent vraiment s'assurer que l'espèce de réputation de genre les chefs durs à cuire qui sont violents verbalement ou physiquement en cuisine, ça soit mis derrière puis qu'on ouvre la porte pour des nouvelles personnes qui veulent travailler en cuisine d'une manière saine, puis que tu sois fier d'où tu travailles, que quand tu franchis la porte du restaurant, tu te sens pas nerveux d'être au travail, mais heureux d'être au travail. Ce petit stress-là de genre, je m'en vais à une place que ça... cette boule-là, de dire je m'en vais. Toi, tu l'as eu? Je l'ai eu solide, man. Cette peur-là, là, tu te lèves le matin, t'as pas envie d'aller au travail. Tu le sais que c'est bénéfique pour ta carrière, mais tu le sais aussi que ça va être vraiment difficile. Okay. Je l'ai vécu plein de fois. Puis pour moi, je voudrais pas subir ça à un futur employé éventuellement. Je trouve que tu vas jamais réussir à sortir le meilleur de cette personne-là. Ben il y a ça. Ouais. Au final, la personne qui a ce rôle-là, on va utiliser le mot toxique là, à défaut, là, mais agressif, tout ça, je veux dire, il se pénalise lui-même en premier, puis après ça déteint sur tout le monde. Là, c'est pas genre, lui, il est pas super bien là-dedans, probablement. Non, c'est...
Puis encore à ce jour, j'entends, comme là en ce moment, je fais une consultation dans un restaurant, puis je rencontre plein de nouveaux cuisiniers. Ça veut dire quoi, une consultation dans un consultation, restaurant? en gros, c'est que j'ai été engagé pour les aider à titre semi-silencieux. Fait que ça veut dire je rentre, je les aide à bâtir le menu, je forme l'équipe, puis une fois que tout est installé, ben je les laisse continuer sans moi. Ton bien hot. T'aimes ça, ce rôle-là? Ouais, c'est le fun. C'est sûr qu'il y a une partie où est-ce que tu t'attaches à la brigade, fait que là, c'est comme quand tu pars, tu veux pas que ça fasse comme écrouler le système un peu, là. Mais jusqu'à date, ça se passe super bien. Puis il y a déjà un chef qui est là, dans le fond, qui est comme, c'est son titre, c'est son restaurant, c'est son nom qui est sur la façade. Donc, quand moi je vais partir, ben lui, il va juste pouvoir prendre le relais. Puis... Dans quel contexte tu te retrouves à faire ça? C'est souvent des plus grosses entreprises qui ont besoin d'un coup de main parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour l'ouverture. Puis la recherche et développement de recettes prend le backseat et donc, ils sont comme, OK, on aurait besoin d'un coup de main, on sait que toi, t'es bon pour développer des recettes, peux-tu venir nous aider? Puis après ça, c'est de bâtir comme le système, c'est-à-dire écrire les recettes, standardiser le fonctionnement des choses à tous les jours, la réception des marchandises, ça va dans quel frigo, tout ça. Chaque restaurant, dépendamment de où est-ce qu'il est localisé, a sa logistique. Ouais. C'est juste une question d'appliquer un peu de logique puis de comprendre comment ça fonctionne pour être capable d'avoir un roulement qui ne mène pas l'équipe à l'épuisement, éventuellement. Toi, c'est-tu ta force, ça, de ce côté-là, logistique? Je t'avoue, j'adore ça aller au restaurant, mais mes connaissances sont limitées. Fait que tu peux me partir ça de beginner. J'ai écouté une série sur tout.tv. Après avoir écouté Les Chefs, bien sûr, pendant la pandémie. J'ai participé à tes excellentes quêtes d'écoute. Puis après ça, j'ai écouté celui avec le gars qui est chez Cheval. Là. OK. Puis c'était comme une... Je me rappelle pas son nom de famille. Il fait du vélo aussi. Puis lui, dans le fond, il allait dans des entreprises puis il les aidait justement à se structurer. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait genre, my God, first, c'est une lacune assez fréquente. Ouais. Puis deuxièmement, c'est beaucoup de peser ta quantité, ça, comment qu'on va le faire, quel plat qu'on va prendre, dans quel ordre on va le faire. Le plan de travail, il est mal bâti. Faut que ça soit là. Puis là, j'étais comme, c'est nice finalement, c'est genre, t'es un ingénieur de cuisine, parce totalement. que pour réussir à sortir puis à être productif dans tes deliveries de jour en jour, c'est comme ça. Puis toi, c'est ta force, ça? C'est quelque chose que... Ça fait partie de mes forces en cuisine. Nice. Fait que tu vois quelqu'un travailler, excuse-moi, tu vois quelqu'un travailler puis t'es capable de faire comme ça. Il y a comme une bonne opportunité de workflow. Absolument, ouais. Ah ouais. Tu serais étonné de voir à quel point c'est plutôt rare d'avoir ce sens-là de l'organisation puis de l'optimisation. Dans la série, je l'ai vu parce que c'était une lacune. Dans le fond, ils essayaient d'aider des gens en pandémie à restructurer leur offre de service pour survivre. Tu sais, c'est rien contre personne. Là. Des fois, tu te lances un projet de passion, t'embarques, là, soudainement, t'es comme à la merci de ton succès, t'as jamais eu la chance d'y penser. Les choses embarquent. Ça roule trop, genre, t'es comme... Puis t'es dans ton quotidien, t'es dans ta routine, puis soudainement, t'oublies de penser à ça. Puis des fois, ça prend juste un œil extérieur, quelqu'un qui rentre, qui dit genre, hey, ça fait 5 ans que ton poste de travail, il est là, mais imagine-le ici. Puis là, soudainement, cette personne-là est comme, oh my God, je sauverais genre... T'as tellement de déplacements, genre. Genre 10 pas à l'heure, genre. Ouais. Tu sais, juste ça, c'est une grosse différence dans une journée, mettons. En 2025, tu as progressé, plus de vélo, plus d'intervalles. Tu veux dropper ton cockpit parce que tu veux aller plus vite, mais ça se peut que ton bike fitting d'il y a 2-3 ans il soit plus approprié pour toi parce que ton corps a changé. Chez Physio Vélo, lorsqu'on te voit en bike fitting, on t'évalue et on ajuste le vélo en fonction de ton corps, peu importe tes objectifs. Que ce soit sur un vélo de route, un vélo de triathlon, un vélo à assistance électrique, on peut t'aider à être confortable et à faire plus de vélo. Prends ton rendez-vous à bike fitting, on se voit bientôt à la clinique. Ciao! Ça vient d'où, tu penses, ce sens-là? T'es-tu comme quelqu'un qui... Je pense que ça vient des mentors que j'ai eus dans le passé. Ça vient de ça. Le THQ, genre, tout ça? Non, c'était plus en restaurant. Après? Travailler pour des personnes qui, eux, ont à la base ce sens-là, qui me l'ont transmis de manière... Ben, par modèle. Il y a plusieurs façons de transmettre des informations. Il y en a quelques-uns que ça a été de manière sage, direct. On va le dire comme ça, et d'autres que c'était très direct. Oui, effectivement. Mais une fois que c'est rentré dans ton cerveau, il n'y a pas comme une seconde que... tu penses pas à ça, là. Oui, c'est bizarre parce que, mettons, je suis en train de d'éplucher une poche de patates au restaurant. Encore à ce jour, je suis dans ma tête, je suis comme, OK, comment je peux aller plus vite?
Genre, c'est quoi je peux faire La pour question aller plus qui vite? tue, est-ce que tu es capable de laisser ta blonde cuisiner? Ah, totalement. Le restaurant puis la maison, c'est 2 affaires différentes. Good, Ouais. c'est bon. C'est vraiment 2 affaires Ok, différentes. ok. Ouais. Fait que chez vous, t'as-tu cette obsession-là dans ton... C'était plus une patate ou pas super? Non, Ok, c'est ça. tu sors de ça parce que ouais. t'as pas l'enjeu de production, genre? Exact. Même qu'en ce moment, chez moi, c'est... Faut que je travaille là-dessus. Là. Oh ouais? Faut que j'applique, mais... Le poste de travail n'est pas à bonne place. Je suis le cordonnier mal chaussé en ce moment. C'est là. correct, ça. C'est correct, Mais ça. c'est peut-être aussi parce que je suis tellement en train de former du monde en ce moment, constamment derrière les gens à dire genre, hey, essaye ça comme ça, essaye ci comme ça, optimise ça, fais ci, que Tes genre, ressources une fois passent que j'arrive sur- à la maison, je suis comme, Je veux un break. ouais. Mais reste que mes habitudes de cuisine sont les mêmes quand je suis à la maison. Mhm. Genre, un bon exemple, c'est utiliser une poubelle de table. Une Right? poubelle de table. Une poubelle de Allons-y. table. Ça, Apprends-moi c'est quoi? Ça, puis si tu fais l'important- pas ça, man, ça va changer ta vie. Parfait, Une je commence poubelle à... de table, en gros, ça n'a pas besoin d'être une poubelle dédiée, là, ça peut juste être un contenant. Sac, ouais. Peu importe. Un contenant, pas un sac. C'est un sac, c'est un peu messy. Fait qu'un contenant, genre un Tupperware, OK. où est-ce que continuellement, à travers ta préparation d'une recette, tu vas mettre ce que tu mettrais dans la poubelle dans ce contenant-là. Comme ça, tu n'as pas de va-et-vient à faire vers la poubelle. Puis une fois que ça, c'est rempli, tu fais juste le mettre une fois dans la Tu poubelle. vas être fier de moi. C'est une habitude que j'ai. Ah! Fait que, Wow! dans le fond, je prends mon petit bac de compost, Nice, ben oui, puis voilà. je le mets là. Exact. Mais je pense que je pourrais upgrade là, mon système. Là, C'est juste que dans un système professionnel, tu aurais ce qu'on appelle une contamination croisée où est-ce que le contenant lui-même il peut est pas sale. être sur le poste de travail. Je comprends. Fait que c'est... Fait que je suis mieux. OK, je comprends, Ouais. je comprends. Mais t'es à la maison, fait que tu fais comme tu veux, là. Mais dans un contexte professionnel, ça serait pas recommandé. OK, fait que ce plat-là, dans le fond, une fois qu'il est utilisé, ben, c'est ton plat qui sert à ça, puis tu le laves, puis Exact. il touche pas à la Ouais. poubelle. Donc, quand t'épluches des choses, t'as un endroit où mettre tes épluchures directement. Parce que j'avoue que ça peut pas être tout le temps mon compost, parce que des fois, j'ai genre des emballages, puis eux, ils vont pas dans le compost. Fait que Ouais. mon système, il est à perfectionner. Oui, il est à perfectionner. Tu peux le diviser aussi, effectivement. Là. Tu peux avoir plus qu'une poubelle de table, dépendamment de comment tu gères tes déchets. Mais l'idéal, c'est d'en avoir au moins un pour être capable de garder le poste de travail le plus propre possible. Mhm. Et c'est fou à quel point ça fait une différence. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de « Oh my God, quand je fais des recettes, là, ça part en folie. Il y a plein d'affaires partout. J'ai l'impression de ne plus être capable de suivre. Ça me frustre, ça m'angoisse. OK. Hey, Puis juste la ça, des poubelle fois, de c'est ça. table, man, Ah ouais, hein? ça va tout changer. Parce que soudainement, tu as un endroit où est-ce que toute mess. la saleté s'en va là. That's Ok. it. Tu as juste besoin de le regarder une fois ou même ça a l'air organisé. Ton mess est organisé soudainement. Mhm. Puis là, ça rend les choses épurées puis OK. ça laisse l'esprit respirer aussi. Je te lance une question. Ouais. Pendant ce temps-là, moi, je vais goûter au Sour Patch qu'on a dans un petit verre de Rice Krispies que Yeah. le client nous a amené. Incroyable tasse. Puis je vais essayer de deviner la saveur pendant que tu réponds à la question. Puis tu pourras faire de même après. Hey, je peux-tu te dire juste une chose parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fini mon idée par Ben rapport oui. au Rice Krispies Squares. Hein. OK, on revient. Ouais, vas-y. En gros, là, l'important, c'est que c'est bourré de sucre Ouais. blanc. Et le Mhm. sucre blanc, on sait que c'est fructose-glucose 1 pour 1, un ratio qui est pas mal idéal pour l'absorption. Et c'est du riz soufflé. Donc, en gros, là, durant l'effort, c'est comme absorbé comme ça. C'est pour ça que c'est autant apprécié. Mhm. Voilà. Je vais juste finir cette parenthèse. J'avais une question sur... Parce que moi, ce qui me questionnait, c'est la densité calorique du Rice Krispies, que je me disais qu'il était... Oui, je suis full d'accord pour l'absorption rapide, mais tu sais, on pourra parler de tes recettes. J'ai l'impression qu'il y a une densité calorique qui peut être augmentée. Oui et non, parce que c'est quand même... Le paquet est gros parce qu'ils mettent du gaz pour que ça tienne dans le temps. là. C'est comme ça que ça fonctionne, les sachets. OK, ouais. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a toujours de l'air à l'intérieur des sachets, genre de chips, tout ça, c'est Mais qu'il y a un sinon, gaz la dans le fond. densité est bonne, tu trouves? La densité, ben oui, un square gros comme ça, Ouais, c'est qui se combien? mange en 2 bouchées, c'est 17 grammes de glucides. OK. Puis là, en ce moment, à l'épicerie, il y a quand même un bon méchant spécial. deal, c'est 1 piastre la boîte de 8. Fait que là, c'est quasiment moins d'une scène le glucide. Hey, pas pire, hein? Venez nous J'aime voir ça sur parce que j'ai fait le calcul hier. OK. Fait que juste pour remettre en contexte, parce qu'on a parlé de plein de choses, puis Ouais. je trouve que la première étape d'une discussion, c'est un peu de mettre le personnage en place. Qu'est-ce que tu réponds aux gens quand ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben, je suis chef cuisinier. Ouais. Fait C'est qu'ils ma disent, première ouais, réponse. mais pourquoi tu fais du YouTube puis toutes les autres affaires que je vois? Mais souvent, c'est rare que ces personnes-là vont savoir tout ça. là. Mais je dois dire que pour obtenir le titre de chef cuisinier, il faut vraiment travailler fort. Puis j'ai vraiment travaillé fort. Fait que pour moi, ça, c'est important que ça reste Numéro 1. le numéro 1 parce que je voudrais pas jeter tout ce que j'ai fait dans le passé,
tout le travail intensif que j'ai donné pour me placer dans la position que je suis dans ma carrière. Donc ça, c'est super important pour moi. À n'importe quel moment de la journée, je peux encore retourner sur la ligne d'un restaurant puis cuisiner au top comme jamais j'ai cuisiné de ma vie. Puis ça, pour moi, c'est super important. Je veux jamais le perdre. C'est quoi la question qui vient après quand tu dis que t'es chef? Qu'est-ce que les gens te posent comme question? C'est souvent, c'est pas mal stressant. C'est souvent, tu sais, l'espèce de patinage classique, là, c'est stressant. C'est des longues heures debout, tout ça. Comment tu balances ta vie. C'est souvent ça. Là. Ouais. Puis as-tu l'impression que c'est à cause de cette culture-là que le milieu, culturellement, que vous essayez de changer un peu dans que tu disais? Oui, définitivement. Je pense aussi, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui... j'ai essayé de parler comme ça. Attends, excuse-moi, je recommence. Je pense que le métier donne beaucoup d'opportunités à la personne qui veut le pratiquer de tomber dans ça, genre? De tomber dans ça, exact. Parce que, puis ça va sonner vraiment intense, comment je vais le dire, mais je le dis souvent, le restaurant, c'est genre la porte d'entrée dans le domaine du vice. Genre. Tu peux tout faire dans un restaurant, day in and day out. Puis là, je parle de consommation personnelle. Là. Je parle pas de comme ce qui affecte quelqu'un d'autre. Puis si tu fais ta job à chaque jour, il y a personne qui va te dire d'arrêter. Même que des fois, c'est glorifié. Tu vas voir le guerrier que lui, à tous les week-ends, il arrive pour les brunchs, puis il est complètement hangover, décapité. Et il fait sa job comme un champion. Puis là, c'est comme, hey man, lui, rock, that man. Guy, he's parce qu'il est capable d'endurer ça. Il a dormi 3 heures. Puis il est là. Il sent le fond de tonne, mais il est genre, ses plats sont incroyables. Tout ça. Fait que c'est facile de tomber dedans parce que... Si tu as une obligation de résultat, fait que si ton résultat il est là, la manière dont tu y arrives puis le reste... Oui, exact. Et là, je tiens bien à le dire, là, tant que ça ne touche pas quelqu'un d'autre, là, right? Là, on rentre dans un autre territoire. Mais si toi, personnellement, tu fais ta job, tu n'affectes personne autour de toi, il n'y a personne qui va dire genre arrête. Il n'y a pas d'RH, tu sais. Tandis que je suis convaincu que si un de tes employés. C'est ça. Si un de tes employés arrive un matin, il sent le fond de tonne, puis il y a un client le matin même, tu vas dire, ça sera pas long. Là. Ouais, puis on dirait que c'est même pas une question d'aspect légal, c'est plus une question de prendre soin de mon équipe, genre. Oui, effectivement. Tu sais, je suis comme, il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Ça peut arriver une fois, là. Ben oui, effectivement. Et puis la cuisine, il faut dire aussi que là, moins qu'avant, mais c'est quand même un endroit fermé dans le restaurant. Là. Il y a beaucoup plus de cuisine ouverte maintenant. Mais c'est quand même un espèce d'endroit un peu où est-ce que tu peux genre te cacher puis juste faire tes affaires. Là. Donc, il y a ça peut-être aussi qui joue un rôle là-dedans. Mais ça pour dire qu'un restaurant, il y a de l'alcool, il y a de la bouffe extrêmement riche et délicieuse. Donc, tu veux devenir alcoolique, tu peux. Tu veux devenir obèse, tu peux. Tu veux faire des drogues, il y a beaucoup d'opportunités d'en faire. Tant aussi longtemps que tu fais ta job et que ça n'affecte personne, il y a personne qui va te dire quoi faire, qui va te dire genre arrête. Puis tu penses-tu qu'il y a un appétit pour ce changement de culture-là? Est-ce que tu le sens, toi, quand tu... parce que... Il y a comme 2 facettes à cette conversation-là. Là. Il y a genre... C'est sûr que c'est le fun de continuer à avoir... Parce que, ultimement, un restaurant, tu veux faire passer un bon moment à ta clientèle. Et il y a plein de façons d'y arriver à ce bon moment-là. Boire une bonne bouteille de vin, manger un bon plat, excuse-moi. Il y a comme plusieurs façons d'y arriver. Il y a des gens qui aiment aller dans l'excès des deux. Puis c'est correct aussi. Ça fait partie de la célébration. Nous, on n'est pas là pour juger ça. Fait que c'est comme... Il faut que tu sois capable de naviguer. De créer ce moment-là pour la personne qui le désire. Puis c'est correct, là. Ça fait partie du milieu. Après ça, c'est de voir comment balancer ça avec l'équipe. Parce que des fois, il faut que tu participes aussi. Là, c'est là où est-ce que ça devient comme là, tu nous as tellement servi du bon stock. Viens avec nous, man. Viens célébrer avec nous. C'est là que ça devient un petit peu un territoire glissant. Ouais, c'est ça, une pente glissante. Là. Ouais. J'ai écouté un livre audio qui s'appelle Unreasonable Hospitality, je pense, qui est un livre d'un chef de New York. Là. Ça se peut-tu que ça soit le maître d'hôtel du 11 Madison Park qui a écrit ça? Exactement. Ouais. Le livre jaune, là. Ouais. Il est jaune. Ben ça, tu vois, ça, c'est une grande leçon d'hospitalité, ça. Moi, j'ai écouté ça, puis même, ça m'a donné des idées pour la clinique. Tu sais. Ouais, c'est vraiment... Parce que j'étais comme, OK, ce gars-là, il va above and beyond
pour genre faire livrer de la neige parce que le monde... J'ai trouvé que les exemples, premièrement, c'était bien écrit, là, parce que genre, t'écoutes ça puis t'es comme, man, Ouais, non, c'est tellement fou. généreux, tu sais. Ouais. Fait que ça t'a inspiré un peu? J'ai juste entendu des bouts de ça, dont la fameuse histoire du hot dog. Là. Je sais pas si... Oui, la fameuse histoire du hot dog qui leur manquait. Ouais. C'est comme une famille qui venait manger, puis t'es comme la seule affaire qu'on n'a pas bouffé, c'est genre le steamy. Il y a comme un nom, puis là, le gars, il arrête tout, il s'en va en cuisine, puis il demande à son gars, va me chercher des roteux, genre, sur le coin de la rue, genre, puis là, il leur met, genre, il coupe ça en 6, puis là, man, eux autres, ils passent le meilleur moment Mais de leur ça, c'est possiblement l'outil qui va pouvoir tuer l'ego de bien du monde en restauration. Parce que là, c'est de switcher son mindset. Il n'y a plus d'ego. C'est comme le tout pour que la personne qui est là ce soir, qui te fait confiance... Faut que tu trouves, faut que tu cherches son moment, c'est quoi, puis tu le fasses. Moi, puis je trouve ça très inspirant. C'est ça qui m'a inspiré de ce que j'ai entendu. C'est d'arrêter d'avoir peur... Admettons, quelqu'un te demande, je peux-tu avoir de l'huile piquante avec ma pizza sur... T'es comme, je vais te donner la meilleure huile piquante que t'aies jamais Avec le plus eu. grand des plaisirs. Ouais. Je peux-tu avoir du ketchup? C'est ça que tu veux? Avec le plus grand des plaisirs. Lequel? J'en ai 4 sortes. Ultimement, cette personne-là, elle a des habitudes de vie, elle mange d'une certaine manière. Ouais. Si pour elle, ça aide à apprécier encore plus ce que tu as servi cette soirée-là, puis qu'elle va s'en rappeler, ben, let's go, man. Ouais. Mais donc, il te faut une équipe de serveurs qui est... faut que tu sois un détective, il faut comme tu sois capable de trouver ça. Puis le client qui demande du ketchup, il est gêné aussi des fois, là, parce qu'il sait cette culture-là de genre... Mais tout commence par les premiers signes. Souvent, le premier signe de ça va être les allergies, les intolérances. En restauration, souvent, on va entendre l'équipe en cuisine très frustrée par les intolérances, ces demandes-là, exactement. Et moi, j'essaie toujours de le revirer à l'envers puis de dire comme, hey, pense-y 2 secondes. Là. Cette personne-là, admettons, elle est cœliaque, OK? Ouais. Ce qui est une maladie qui est quand même assez dangereux. Prends pas à la légère. Et elle franchit la porte ce soir du restaurant. Elle prend un risque pour venir chez vous. Elle se dit, j'ai envie de te faire confiance ce soir. J'ai envie vraiment de manger ta nourriture. Et en plus de ça, je dois te faire confiance avec cette maladie-là. Ça pourrait faire en sorte que ça se passe mal à soir. Mais j'ai vraiment envie de te faire confiance. Parce que je veux y goûter. Parce que je veux passer un bon moment ici avec vous. Fait que là, c'est de prendre un petit 2 minutes et de dire, oh, wow, c'est vraiment un honneur que cette personne-là prenne cette chance-là sur nous. Ouais. C'est la moindre des choses qu'on le respecte à 150%. Puis d'avoir un plaisir à le faire aussi. En cuisine, oui, c'est plus d'étapes. Il faut se laver les mains, il faut nettoyer le poste, s'assurer qu'il n'y a aucune farine nulle part. Mais à la fin de la journée, ça fait partie de notre métier. Right? On ne coupe pas les coins ronds. C'est le tout pour le tout. Cette personne-là nous fait confiance. Ça va nous faire plaisir. Et même nous, ça va nous challenger. Et ça, c'est ça qui est le fun là-dedans. Faut que tu sors de ta routine à un moment donné. Là. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que ça peut devenir un outil pour enlever des choses d'un menu. Puis, il y a du monde qui le joue un peu comme ça. Là, qui vont se faire comme des fausses allergies pour manipuler le menu. Là. Mais on s'en fout. Pour vrai. On s'en fout. Ouais. Puis ça, c'est comme une raison un peu que chaque cuisinier se donne. Là. Genre, ah non, c'est pas une vraie allergie, c'est le brocoli. OK. Elle veut juste pas de brocoli. Ouais, man, c'est correct, là. Ouais, mais en pas du brocoli. On est d'accord. On a du fenouil dans le frigo. On va faire un petit fenouil braisé, ça va être le fun. Genre. Puis qu'est-ce qui fait que tu as cette grande énergie-là pour prendre soin des autres? Tantôt, tu me disais la phrase « l'idée par l'exemple », puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu ressors assez souvent. Ça vient d'où? Ça vient certainement d'une expérience quand j'ai travaillé au restaurant Le Mousseau. Puis, à ce moment-là, c'était Massimo Piedimonte qui était à la tête de la cuisine. Et la cuisine était 100% ouverte. Genre, on était quasiment en salle. Ouais. Et c'était un style de service où est-ce que tout le monde avait un menu fixe, mais personne n'arrivait en même temps. Donc, chaque table avait comme... on avait tout le temps un regard sur chaque table. Et ça nous permettait de comprendre le flow du service aussi. T'sais, on voyait que cette personne-là reste comme genre... Ils sont rendus là. Okay. Il reste 3 bouchées. On fire prochain service. Puis aussi de regarder ce qui se passe à table. Fait que ça, c'est quand tu parles de... Quand j'ai lu l'article sur la cuisine ouverte, c'est de cette expérience-là dont tu parlais? Oui, certainement, oui. OK. Puis là, fait que là, soudainement, c'est qu'on cuisinait, mais on avait tout le temps un regard en salle
pour comprendre ce qui se passait en salle. Parce vrai. que nous aussi, il fallait qu'on aille servir les assiettes. C'est vrai. Puis des fois, tu voyais que c'était un couple qui était un petit peu plus réservé. Fait qu'une fois que tu arrivé à la table, ben il fallait comme juger un peu, genre, est-ce que je mets un show ou la quantité d'éclat que je leur donne. Je mets juste comme un petit, genre, alright, voici le prochain plat, genre, bon appétit, right? Ou je suis comme, la légende raconte, OK? Puis là, tu pars dans une espèce de genre, de gros speech. Mais ça faisait partie de l'énergie du restaurant à ce moment-là. Et Massimo était vraiment bon pour garder un œil sur la salle et s'assurer que chaque personne soit reçue comme au plus haut des standards. Une chose qui m'a beaucoup marqué, un jour, il a dit on peut pas prendre pour acquis qui est assis ce soir à table. C'est-à-dire, oui, il peut y avoir une personne critique d'un journal qui est assis à telle table, puis on veut donner le tout pour avoir la bonne critique, mais on ne sait pas, ça se peut que la table juste à côté, ça soit un couple, ça fait 5 mois qu'ils économisent pour venir manger ce soir, puis là, c'est leur moment, finalement, ils sont là, ils peuvent venir goûter à la nourriture qu'on veut leur préparer. On ne peut pas mettre toute notre attention sur le critique quand ces gens-là sont assis à table ce soir. Il faut que tout le monde ait la même expérience. Tu peux pas prendre pour acquis qui est assis en salle. Puis là, ça l'a fait genre... C'était la première fois que j'entendais des choses comme ça. Avant ça, j'avais jamais entendu des affaires comme ça. Tu sais, le terme VIP, ça n'existait pas. Tout le monde était VIP. Puis ça, j'ai fait comme, man... Il y a plein de petites nuggets comme ça. Ouais. Là, tu t'es reconnu, tu as dit ça, c'est mon genre. Moi, c'est ça que je veux faire vivre, genre. Ouais. Puis c'était bouillonnant à ce moment-là. Le travailler là, on était plein tous les soirs. C'était dur. C'était vraiment dur. Là. C'était du 75-100 heures semaine en cuisine non-stop. Là. Mais my God que ça a été formateur. Ça a été tellement formateur. Et j'en sors vraiment... sans cette expérience-là, je ne serais pas ici en ce moment. Ça, je te garantis. Ouais. Wow. J'ai comme l'impression qu'il faut parler d'un aspect qui est justement un peu à contre-courant ou par rapport à la culture de la restauration, mais pour réussir à faire ça, là, il faut une grande sensibilité. Mm-hmm. Ça se peut-tu? Je veux dire, toi, là, quand tu fais ça, là, je veux dire, faut que tu feels le vibe de la personne. Ouais. Puis ça, tu peux pas faire ça. Mais ça dépend du format du restaurant. Là. Okay. On s'entend. Je pense que la sensibilité, en général, t'en as besoin dans tout ce qui a rapport avec le devant du restaurant, donc les serveurs, le maître d'hôtel. Ceux qui sont en contact avec le... Ceux qui sont en contact direct, je pense que ça fait partie du métier, là, d'être bon avec les gens. Sinon, je suis pas sûr que... De toute façon, ça te stresse d'aller à la table puis de demander des commandes. Si c'était pas ça, tu veux dire? C'était pas ça, ouais. Puis je pense que c'est juste pas ton élément, puis c'est correct. Là. Tu peux aller faire autre chose. Ou peut-être que finalement, tu te retrouves en cuisine parce que justement, t'as un peu moins ce côté-là. Puis tu préfères plus te concentrer sur l'artisanat de l'assiette puis de mettre ton 100% dans la nourriture que tu prépares puis tu veux juste l'envoyer avec le plus grand du bon... Fierté de la fierté, de bonheur. Ouais. Exact. Mais à la fin de la journée, c'est pas ta main qui la met sur la table. Puis ça, c'est correct aussi. Toi, t'aimes faire les deux. Moi, j'aime faire les deux, ouais. J'aime faire les deux, mais je te dirais que je suis plus un gars genre dans la cuisine qu'un gars genre devant le monde. OK. Dans un setup de choisir, restaurant. Là, ouais. Parce que j'aime ça être avec l'équipe. J'aime ça. Je veux pas tous les moments que je suis pas genre en cuisine, j'ai l'impression de pas savoir tout ce qui se passe. Puis genre, j'ai comme ce besoin-là, de comprendre on en est où avec tout le monde. Puis peu importe que ça soit de l'ouverture des portes du restaurant jusqu'à la fermeture le soir, de participer au nettoyage, tout ça, c'est important pour moi. Parce que si t'es tout le temps là, tu te roules les pouces, puis ultimement, tout le monde te regarde, c'est comme, man, qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi il est là, il fait rien. L'idée avec l'exemple, c'est super important. Tu parlais de quoi, excuse-moi, là, j'ai l'impression d'avoir de sensibilité, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais reste que c'est important, c'est juste la façon dont tu le parles. Ça peut être sensible avec l'assiette, sensible avec l'humain en salle, mais je pense que, effectivement, là, je pense que tu as raison. En fait, ça prend une sensibilité. C'est juste comme partagée. Dirigée, dépendant. Partagée comment? OK.
Je pense qu'au départ, tu l'as peut-être plus dirigé avec l'humain. C'est parce que je prenais l'exemple de mettre, par exemple, au Moussa avec la cuisine ouverte. Ouais. Ben là, tu sais, si c'est le chef qui va servir le plat puis qui doit... Ouais, effectivement. Tu sais, là c'est ça, là, il demande à chaque personne de sa cuisine d'être capable de faire tout le workflow, genre... Puis tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont cette énorme sensibilité-là avec l'assiette, qui voulaient venir travailler au Moussa. Et c'est ça qui a fait qu'ils sont pas restés. C'est ce côté-là, genre, aller en salle. Qui était trop stressant pour eux, là. Exact. Clairement. Ça a filtré énormément les gens qui voulaient travailler là, je te dirais. On était une équipe ultra soudée, puis il y a comme eu un roulement de genre, il y a une personne qui rentrait, qui partait, puis le reste, tout le monde était là tout le temps. T'sais. Parce que c'était dur physiquement, puis après ça, il fallait être prêt pour mettre le show le soir. Fait que c'était comme... c'était quelque chose, man. J'imagine. Écoute... Pour aller au restaurant, mais pour en voir des extraits comme ça, que ce soit dans des téléréalités ou tout ça, cette énergie-là est très impressionnante. Là. C'est comme, c'est vraiment... tu t'imagines, puis t'es comme, OK, ça prend vraiment... Puis tu veux savoir quoi? Il n'y a aucune télésérie qui rend hommage pour de vrai à C'est quoi. Ah ouais, hein? Ouais. OK. Fait que ça va être ça là, qui va se passer sur la chaîne YouTube là, bientôt. Je pense pas, man. Je pense que c'est juste trop difficile à... Ouais, faut le vivre, là, tu sais, au final. Je pense que c'est ça. OK. Vous le savez, avoir mal aux genoux, avoir mal au dos ou encore être inconfortable sur sa selle, ça vous empêche vraiment de faire du vélo. Vous avez beau être à l'écoute de votre corps, mais vous n'avez pas toujours les solutions. Chez Physio-Vélo, on est là pour ça. Évaluation biomécanique sur le vélo, test de force, de mobilité, de flexibilité. Tout est là pour vous donner un plan d'intervention personnalisé selon vos objectifs. Tu veux comprendre ta douleur à vélo? Viens nous poser tes questions. Parce que chez Physio-Vélo, on n'est pas juste des physios. On est des passionnés de vélo comme toi. On se voit bientôt en bike fitting. Ciao! On fait une transition vers le vélo. Ouais, parfait. Fait que là, j'ai une question de transition. C'est des nuggets comme ça, là, comme il y a personne qui est VIP, tout le monde est VIP. Genre. Ouais. Y a-tu des nuggets comme ça qui se transfèrent au monde du vélo? Ouais, Carb is King. That's it. D'ailleurs, j'ai goûté à la sorte tantôt, puis ça, c'est comme une sorte de Sour Patch, comme les popsicles fusés, 3 couleurs. Ouais, c'était pas pire. Le rouge goûtait le rouge. J'essaie le bleu. OK, parfait. T'es-tu game de faire le blanc? Ouais. T'as le droit de manger, c'est des ASMR, ça fait beaucoup de views sur YouTube. Ouais, c'est ça, hein. Je peux pas tanner trop de monde avec mon masticage. OK, 15 secondes, c'est pas super. Ils peuvent skipper, c'est 15 secondes. Ouais, c'est bon. Le bleu est bon. Ouais. Ah, le bleu, c'est meilleur que le rouge. Le blanc est bien, mais j'ai l'impression que c'est comme une saveur connue. Des Sour Patch. Je pense pas qu'ils l'ont changé, celle-là. Dans les... T'es-tu un gars de bonbons surette? Non. Ah, excuse. C'est surette, ça. Non, mais dans le sens, je vais pas... Tu vas pas prendre ça en premier? Ouais, non, c'est Qu'est-ce que ça va prendre? Écoute, moi, c'est vraiment... Je lis le package en arrière, puis Ouais! Qu'est-ce que tu recherches? Moi, je suis à la recherche de le moins de manipulation vers le sac à ma bouche. Comprends-tu? Non. Fait que ce que je veux dire, c'est je veux le jujube le plus gros, le plus dense en glucides. OK. Puis je l'ai trouvé. Fait que c'est encore comme ton calcul de Rice Krispies, là. OK. Ouais, parce que... OK. Bon, on va rentrer là-dedans rapidement. Carb is king. Fait que là, on commence par parler des carbs en vélo. Je suis persuadé, OK, que 85% du monde qui font du bike mange pas assez. Je suis dans ton équipe. Persuadé. Puis le truc qui arrive, c'est que quand tu mets un effort qui est hors de ta zone de confort, ça devient vraiment difficile de réfléchir à manger. Tu y penses comme pas, ou t'es comme, oh my god, là, c'est pas le bon moment, je suis genre dans le je suis dans la roue à Jacques qui va bien trop vite en avant. Je peux pas, c'est pas le moment. Fait que c'est là où est-ce que le moins de manipulation possible pour avoir le plus de glucides possible d'une shot devient comme une stratégie intéressante. Fait que pour moi, les jujubes, je les achète à l'épicerie, ça vient en boîte. C'est des grosses demi-lunes, OK? Grosses demi-lunes. Je sais même pas c'est quoi le nom, là. Et chaque jujube, si je me trompe pas, c'est 10 grammes de glucides. Fait que là, tu t'en mets 3 dans la bouche. Chaque jujube, c'est 10 grammes? Ouais. Ça doit être gros. Quand même ça gros, va dessus. Non, mais tu les laisses fondre, t'en mets 3 dans la bouche. Tu te mets dans tes joues. Là, tu fais l'écureuil, là. Tu fais l'écureuil. Tranquillement. Fait que là, t'as 30 grammes de glucides dans la bouche. C'est pas si gros que ça, là. OK. Mais là, ça, il faut que tu me le shootes. Faut que tu le mettes en story, là. Ouais, je vais te le shooter avec plaisir. Donc, puis la même chose avec, admettons, mes bidons. T'sais, moi, quand je pars le matin puis je sais que je m'en vais faire une longue sortie, il y a minimum 60 grammes de glucides dans mes 2 bidons. Ça fait
OK. Parce que je le sais que la première heure, souvent, je vais la sous-estimer. Elle va passer vite. Puis j'aurais comme sûrement oublié de manger quelque chose de solide. Fait qu'au moins, avec ce rituel-là, tu sais, de tout le temps boire, tu sais que si tu as fini le premier bidon dans la première heure, tu es déjà à 60. Mais même à 60, c'est passé, tu sais. Fait que là, tu commences à bouffer en plus de tes bidons. Exact, ouais. Tu fais tes propres potions magiques? Yeah! Ouais, ben, tu fais du sirop simple ou qu'est-ce que tu fais pour tes bidons? Il y a beaucoup de gens qui font la technique du sirop simple. Personnellement, moi, c'est moins mon truc. Je trouve que c'est comme un... Je sais pas comment le dire en français, mais de palate fatigue. Tu sais, genre... OK. À un moment donné, quand tu... Saturé de sucre. Là, man, c'est dégueulasse, là. Tu sais, j'ai un ami qui fait ça. Il y a un bidon en avant, c'est juste de l'eau. Puis le bidon qui est comme droit en arrière, il met genre 400 grammes de sucre blanc dans un... Ça se dilue? Ouais. OK, il fait un sirop, dans le fond. Ah, je pensais quand tu disais un sirop simple, je pensais que tu parlais de ça. Non, je sais, mais dans le fond, c'est que son bidon en arrière, c'est juste du sirop simple. Là. Ouais, c'est 400 grammes de glucides dans le bidon. Ouais. T'as jamais entendu parler du monde qui font ça? Ben là, 400 non, là, mettons 120, 130 peut-être, mais 400. Hey, boire du sirop simple, il faut que tu sois motivé, là. Ben, c'est très populaire, hein. Faut que ça passe. Il y a beaucoup de monde qui font ça, man. C'est juste ça qui... L'autre jour, on est allé... Avec quel genre de monde tu te tiens, man? Du monde qui font leur recherche, man. Wow. Ça coûte moins cher, puis ça fonctionne pour eux. Ouais. Puis il n'y a pas de perte d'énergie, fait que let's go, man. Non, mais Mané, le sucre blanc, ça coûte à rien. Là. Oui, mais c'est parce que Mané, là, ton plaisir puis ton palais valent quelque chose. Comme tu dis. Je suis d'accord avec toi, mais écoute, si c'est que cette personne-là, elle aime ça. Peut-être qu'elle est down avec ça puis elle trouve ça nice. Il y en a beaucoup qui sont down avec ça. Okay. Fait qu'écoute, j'enlève rien. Là, non, mais je suis juste surpris parce que je t'avoue que c'est la première fois que... T'entends ça? Ben, à ce niveau-là, ouais. Mais il y a le sirop simple puis il y a l'autre qui est naturel. Fait qu'est-ce qui va entre les deux, là? Puis, un petit peu des deux. Ouais, un petit peu des deux. Mais ouais, fait qu'il y a cette technique-là. Fait que ta théorie, là, c'est que 85% des gens ne mangent pas assez de glucides. Mm-hmm. Il y a l'enjeu de l'argent. Ouais. Fait que les solutions à Camilo, c'est quoi? C'est d'essayer de rejoindre les gens au centre, de donner des solutions de recettes qui font en sorte que tu dépenses moins pour pratiquer le sport. Parce que ultimement, man, quand tu commences à essayer de vraiment t'alimenter à genre, la hauteur de disons, ce que tu comme dépenses, 80 grammes de glucides à l'heure, man, ça commence à coûter cher à l'heure. Là. J'ai écouté tes vidéos de recettes. Ouais. Sur YouTube, là, la fameuse barre. Yeah. Même que tu as eu un bon review de Frank Roche là, qui t'a dit là, faut que tu vendes ça, là, Camilo, il y a comme un mois. Là. J'étais comme, j'ai hâte d'y goûter. Je m'excuse, man, j'en ai pas avec moi aujourd'hui. Non, c'est parfait. Mais quand j'ai écouté cette vidéo-là, il y a une partie qui m'a intimidé. Ouais. C'était l'appareil. Ouais. Là, en même temps, je me suis rappelé que ce mot-là était... Ça veut dire quoi, l'appareil en cuisine? Faut que tu mettes le mot dans le contexte. L'appareil, c'est comme... c'est la recette... Ça va être souvent utilisé en pâtisserie. T'sais, fait que c'est comme... Ça va l'air d'être le lien. Dans tu peux dire l'appareil à gâteau qui va dire la pâte à gâteau, en fait. Mais effectivement... J'étais intimidé par ce bout-là de ta recette. Parce que je pense que c'était une vidéo où que finalement, tu as refait l'appareil. Non, mais c'est juste que c'est vraiment... C'est tough? Ah, c'est dommage que je l'aille pas parce que tu aurais vraiment fait comme oh my god, on dirait que ça sort d'une usine. C'est ce moment-là, c'est parce que c'est tellement thick et collant qu'il faut vraiment que tu aies un blender à haute puissance pour que ça le pulvérise. Ah, c'est ça, que ton blender n'était pas à haute puissance dans le vidéo. Fait que là, je l'ai remis dans mon blender à haute puissance, puis là, ça a fonctionné. OK. Puis là, après ça, quand tu l'amalgames puis tu le laisses rest, ben ça devient, je te dis, on dirait que ça sort d'une usine. Ça toffe longtemps. Mais c'est juste ce petit moment-là. Là. Qui est comme... Mais il est pas compliqué. C'est juste... Il est comme... Ah, man. C'est comme faire la guimauve à la maison ou genre du caramel. C'est un petit moment, t'as un niveau genre... de précision, là. Ben, je parle juste mettons, au caramel ou qu'est-ce que j'ai fait? Du sucre à la crème. T'as comme un niveau de précision que... Ouais. Mais après l'avoir fait quelques fois, je pense que je suis peut-être dû pour faire une version 2 de cette vidéo-là, juste pour genre montrer les techniques que j'ai updatées avec le temps. T'sais, j'ai comme perfectionné la méthode là, pour que ça soit genre moins désagréable à faire. Puis là, il faudrait faire toi versus un beginner. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais écoute... Je vais venir. M'amener mon blender. Parfait. On va voir s'il est haute capacité en même temps. Écoute, il faut que je trouve une solution. Peut-être que c'est de déjà mettre les dates en purée puis de juste ajouter les dates, tu sais, puis qu'il n'y ait pas de blender. En tout cas, faut que je rende ça plus accessible. Je pense que tu as raison.
C'est un bon commentaire. Parce que merci. moi, honnêtement, là, j'avais vraiment le goût de la faire. Parce que j'étais comme, moi, j'aime ça avoir ça, même si je fais pas des 100 km en vieillissant, je fais vraiment attention de, tu sais, même comme je te disais, j'essaie de m'entraîner 30 minutes. Des fois, je vais jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart par jour, que ce soit pas souvent du vélo, genre 2 fois semaine, mais le reste du temps, ça va être courir, faire de la muscu, mais maintenant, je mange tout le temps une collation une demi-heure avant. Chose que je faisais pas plus jeune parce que ça passait, mais en vieillissant, je suis comme, des fois, la motivation est moins là, je suis plus fatigué qu'avant, fait que, idéalement, c'est un petit espresso, une bonne collation remplie de glucides. Nice. Puis je sais que c'est dans 30 minutes que je m'entraîne, puis probablement que ça va avoir kick-in, puis je vais être capable de m'entraîner. T'sais. Fait que ta barre, elle m'inspirait parce que là, en ce moment, ben, je peux prendre une barre au Rice Krispies ou le tiroir de collation que tu as vu la clinique. Mais j'aime ça. Tu sais, j'aime cuisiner, là, fait que ça va être l'air d'une recette qui était... Puis tout le monde était comme, c'est vraiment bon, fait que j'étais comme ça, faut que je réussisse à la faire. Fait que si tu fais une version accessible, je te garantis que je vais faire un test puis je vais me filmer pour te montrer. Je pense que je vais faire un reel. C'est ça que je vais faire. Oui, il faudrait que ce soit un format reel. Si t'es capable de le rentrer en 3 minutes... Ouais. Moins que ça, man, tu vas voir. Je suis sûr que t'es bon. Je suis sûr que t'es capable. Moins que ça, puis ça va être clair, simple. Genre des dates là, de Madame Labriski de déjà faites. Là. On prend un truc de date déjà fait. J'ai réalisé que ça, c'est comme un enjeu quand même, les dates. Blender les dates, là. Non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, c'est pas toutes les dates qui sont... Qui sont blendables, là? Oui, ouais, effectivement. Il y a des dates que c'est comme ça. Ça fait long. Secs, là, que genre, c'est plus... T'as vu celles dans le vidéo, man? C'est genre, sont extraordinaires. Moi, je pense à ceux, mettons, que t'achètes fraîche au Adonis, là, tu sais. Ouais, c'est ça que ça... Ça, c'est comme... Ça va, là. Il reste plein d'autres dedans, là, mettons, là. C'est ça, ouais. Okay. Fait que, ouais. Mais, moi, la façon dont j'ai standardisé, le résultat est le même depuis le début. Wow. Ouais. Fait qu'il faut juste que je réussisse à transmettre un petit peu plus de détails, je pense, pour que tout le monde soit capable de le faire à la maison. Un des gros trucs, je pense, que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait qu'il faut vraiment que tu la pognes avec les mains, là, puis tu la squeezes pour genre pour défaire certains des morceaux de riz soufflé. Okay. Puis là, ça devient une pâte, puis c'est ça qui colle ensemble. Okay. Puis après ça, tu la compresses. Je te dis l'autre jour, j'étais un peu lazy. Pour la compresser, j'ai mis une plaque à pâtisserie. Il y avait l'appareil. J'ai mis... l'appareil, c'est-à-dire la barre, là, whatever. Puis j'ai mis une autre plaque à pâtisserie dessus. Puis Tu t'es levé dessus? Ouais. That's it. Ça, j'aime ça, c'est simple. Ouais, je me suis levé dessus, puis là, ça l'a compressé, puis ça l'a fait la texture idéale. Nice. Écoute, il y a du perfectionnement à avoir dans la transmission du savoir par rapport à ces recettes-là, mais une chose que je peux te garantir, c'est qu'elles fonctionnent vraiment bien. Genre, vraiment bien. J'avais vraiment l'impression que quand j'ai vu ça, il y a peut-être 6 mois, au début de l'année, là, quand tu as mis la recette en ligne, c'est que j'avais vraiment l'impression que que tu apportais quelque chose qui était manquant à la communauté, tu sais, parce que t'es comme, OK, il faut consommer des carbs, fait que là, tu vas flober, genre... Ouais. Tu sais, ça peut te coûter sur une journée de 5-6 heures de bike, t'as besoin de 50$ de budget pour t'alimenter, ouais. Genre, ça va être ça, là. Puis les Gatorade au dépanneur sont rendus chers, man. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de bon sens, man. Ben... Si tu veux un Gatorade avec, tu sais, les électrolytes, là, qui a du sodium dedans en masse. J'ai pas arrêté pour acheter ça. J'ai pas 4$. Non, man, c'est rendu genre 5,50, 6$. Puis c'est moins que la 750 ml. Ah ouais. Ouais, juste parce qu'il y a plus de sodium dedans. Tu cales ça, genre... Mais c'est ça que tu veux, tu veux c'est ça que tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que t'en as besoin de 2-3, genre. Écoute. Fait que les arrêts au dépanneur commencent à devenir de plus en plus chers. Fait qu'effectivement, t'as raison, pour moi, c'était juste une façon d'apporter une solution. Les gels, c'est vraiment extraordinairement fantastique, là, je dois t'avouer. Le seul truc que j'ai pas réussi à encore vraiment bien faire dans la recette, c'est la conservation. Fait que t'es comme toujours pas mal pogné à les faire la veille pour le lendemain. Pourrais-tu les congeler? Non, ça marche pas. Il y a quelque chose dans l'alginate de sodium, qui est le gélifiant, qui continue à comme à changer avec le temps. J'imagine que les compagnies comme Morten, peu importe, ils ont trouvé la solution à ce problème-là. Je ne l'ai pas trouvé encore. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai comme un prémix de poudre. Puis je le sais que pour tant de cette poudre-là, j'ai besoin de tant de liquide. Fait que je fais juste les mélanger la veille. Après ça, je les emballe, puis je les ai pour le lendemain. Okay. Mais incroyable. Genre, le goût est vraiment sobre. Tu sais, c'est juste un petit goût de citron. C'est légèrement sucré. Ça s'absorbe super rapidement. Puis j'ai aucun inconfort. Là. Genre 0. Et c'est 40 grammes de glucides. Comme ça. Ça faisait partie de mes questions. Toi, t'adapter à cette charge-là au niveau de l'estomac, ça n'a pas été un enjeu? Non.
Non, parce que je me suis toujours assuré de faire une bonne balance entre le solide et comme le liquide, si on veut. Mm-hmm. Quand j'ai commencé à faire du vélo, je pensais qu'il fallait que je mange des Cliff Bars. Là. Oh, mais c'est solide. C'est pas mal solide. C'est-à-dire la Cliff Bar, elle va faire son effet quand je vais être à la maison en train de prendre ma douche. Là, ouais. Donc, c'est là où est-ce que j'ai commencé à comprendre un peu plus qu'il faut que ça soit absorbé rapidement. Mm-hmm. La Cliff Bar, c'est bon après, dans le sens que c'est une super bonne poste. Là. Non, mais écoute, il y a encore l'an dernier, je pense, genre, j'étais convaincu que manger les Big Daddy, là, les gros biscuits qui sont genre 600 calories le biscuit, c'était l'idéal pour performer. Mais ça, c'était beaucoup de gras, là, probablement. Là. Ouais. Ça te ralentit ta digestion. Ouais, ça n'a pas rapport. Fait que là, quand j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment plus dans les féculents qui s'absorbent rapidement et les sucres simples, c'est là où est-ce que j'ai comme transformé un peu ma stratégie. Mais moi, je peux pas juste faire du sucre. Ça a besoin d'être... il y a besoin d'avoir quelque chose de solide, sinon ça fonctionne pas super bien pour moi. Donc... faudrait que je te merge avec notre nutritionniste, le Capitaine Glucide. Là, comme ça, vous pourriez genre être le Super Power Team. Moi, ça fait longtemps que... Puis j'ai fait des démarches pour ça, ça l'a jamais débloqué, que j'aimerais ça trouver une façon de rapprocher mes deux mondes dans ma carrière professionnelle. De travailler avec des athlètes ou des équipes de cyclistes, des affaires comme ça. J'ai tellement lancé de perches de lignes à l'eau. Il n'y a rien qui a mordu. Je suis allé au Centre national du sport l'INS, au Stade olympique pour voir si peut-être qu'il y aurait un intérêt. J'ai fait plein de cold call emails. J'ai même parlé à la nutritionniste en chef de Jumbo Visma dans ce temps-là. Pour voir si je peux pas genre aller faire un stage. Moi, juste vous aider. Acceptez-moi. T'es comment? Non, tu sais, on a déjà notre équipe, whatever. Wow. Mais elle m'a répondu. Ben, c'est ça. C'est déjà ça, c'est hot. Je voulais vraiment essayer de trouver une façon de me frayer un chemin dans ce milieu-là, mais on dirait qu'en Europe, peut-être que c'est un petit peu plus commun d'avoir des chefs qui travaillent avec les nutritionnistes. Une question d'argent. Pour les athlètes. Ouais. Ici, on est loin de ça, là, genre vraiment loin. Donc, écoute. Mais là, je vois que... écoute, je ne me rappelle plus de son prénom, mais un ancien cycliste pro qui a commencé à faire ses retraites. Antoine Chen? Ouais, c'est ces camps d'entraînement qui sont comme ouverts pour... C'est vrai, ils ont le chef, puis c'est un gars des chefs qui est allé, non, l'année passée Fait que tu vois, ça, c'est une belle façon de se rapprocher. Ouais. Peut-être qu'avec la chaîne YouTube aussi, maintenant que je conjugue un peu plus les deux mondes, ça va prendre plus d'ampleur dans cette direction-là. Mm-hmm. Mais ça fait longtemps que j'essaie vraiment de le combiner. J'ai juste pas encore trouvé la façon qui est... Ouais, qui est comme synergique puis organique, dans le fond, de le faire. Là, Exact. Okay. Peut-être que si je suis en Europe, il y aurait plus d'opportunités. Je sais pas. La prochaine fois, je vais aller en Europe en novembre prochain. Je vais essayer de voir ça. T'es-tu prêt pour la twist? Oui. Alors, tu sais pas qu'est-ce que j'ai dans ma boîte de router ici. Hein? Non. Allons-y. Ah, t'as-tu fait la recette, man? Non, j'ai pas eu plus sur le temps que toi. Imagine. Ça aurait été sick, hein? Ouais. On va voir ton résultat. Hier soir à minuit avec mon appareil et mon blender pété. Fait que là, il va falloir que tu choisisses 2 items à goûter. OK. Si t'aimes pas ça, ben faut que tu nous donnes le review de... Tu sais, je veux vraiment avoir ton take. C'est des marques québécoises de nutrition, c'est ça? J'ai pris ce qui restait chez nous. OK. Fait que c'est pas québécois, malheureusement. Parfait. Oh, il y en a que j'ai pas goûté encore en plus. Lesquels t'as pas goûté? Fait que là, ici, on a des fameux Power Bar fruits tropicaux. C'est des gels. Ça, c'est des Cliff Energy avec un petit peu de caféine. Ah, ça, je les connais. Ça, c'est bon. Ouais, ça marche très bien. C'est des petits jujubes. Connais-tu la technique des blocs? Non. Fait que il y a beaucoup de gens qui font ça dans le monde de la gravelle. Les colles sur ton frame, là? Ouais, tu les lèches tes colles sur ton frame. J'ai déjà vu ça. C'est dégueulasse. J'ai jamais essayé, mais... C'est tellement dégueulasse. C'est sûr que tu sais, on est loin de la poubelle de table. Ouais. Fait que ça, c'est les Honey Stinger. Ça, je connais pas. T'as pas goûté ça? Okay, moi, j'ai jamais eu la chance de... Goûte à ça. Puis là, moi, tu sais, comme tu l'as dit tantôt... Je vais te dire quelque chose. Hein. Vas-y. Je vais juste observer. Tu sais où tu peux voir. Déjà là, sur l'emballage, ça te dit pas il y a combien de glucides. Genre, c'est pas écrit en gros. Là. Non, t'as raison. Il est écrit en arrière 100 calories. Il est écrit derrière 24 grammes de glucides. Hey, il est écrit petit en plus. Ouais, c'est 24 grammes de glucides. Moi, si j'étais une compagnie de nutrition sportive en ce moment. Tu n'as pas goûté encore. Vas-y, fais-nous notre review sur l'emballage. Okay. Mais avant que j'y aille, là, excuse-moi. Là. Je veux juste une petite parenthèse. Regarde la cam puis fais ton review. Là. Une petite parenthèse. Si j'étais pour être une compagnie de nutrition sportive, j'arrêterais tout de suite de produire des gels en bas de 40 grammes de glucides. Le marché n'est pas là.
Non, mais je veux dire, What's tu the vas point? démarquer tout de suite, genre. Tu vas démarquer tout de suite. Il y a juste Morten qui fait ça, je pense. Ou Morten, Sturker, puis un autre, là, l'emballage est... En tout cas, il n'y en a pas beaucoup, là. Man, Premier tips de marketing gratuit. 40 grammes de glucides et plus, OK. s'il vous plaît. L'ouverture, t'en penses quoi? Ouais, ça, c'est la texture collante, hein. Moi, je suis moins fan de ça. C'est la texture collante. C'est au Ouais. miel. T'as-tu ton verre d'eau? Ouais, t'as ton verre d'eau. Ça prend un peu d'eau, ça. Il est tellement pas down avec la... Ah, C'est le collant que t'aimes pas? non, c'est ça. Moi, j'aime pas le collant. T'aimes le liquide? Fait que Non, tu vas- j'aime le... Tu vois, c'est ça. Admettons, Morten, il y a Ouais. beaucoup de gens qui sont moins fans, mais moi, je suis vraiment fan de ce côté-là. Litchi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. As-tu C'est- déjà ah! mangé un gel Morten ou pas? Non. Ah, Mais j'ai déjà mangé un litchi. ben c'est ça. C'est comme une... Visqueux un peu, genre... Ça glisse. C'est comme une pâte... Ouais. C'est comme une pâte de fruits, mais genre plus fluide. C'est ça. Parce que moi, un litchi, dans ma tête, ça, tu l'épluches puis ça glisse. Ouais. C'est un peu... Ça s'avale bien. c'est difficile à décrire, man. Mais ça file plus frais en bouche. OK. Et ça file vraiment pas frais en bouche. Non. Ça, c'est tough à manger. Moi, souvent, je vais m'en claquer un avant de commencer à m'entraîner, mais pendant l'entraînement, Mhm. c'est tough à ingérer. Après ça, sûrement que ça fonctionne bien, fait que c'est pour ça que c'est quand même une compagnie réputée, là. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression... Je les ai jamais goûté, mais j'ai l'impression que c'est quand même réputé. Surtout dans le monde de la course, non? Cette marque-là? Ben, je t'avoue, tu sais, nous, on a plein de fournisseurs, fait que je commande plein de trucs différents, là. Mais écoute, j'enlève rien à ça, là, dans le sens qu'il y a sûrement des gens qui Ah oui. l'apprécient. Ben, Je en vais fait, continuer à sûrement. en prendre, là, Ouais. j'aime ça, mais c'est plus d'avoir ton... Ben, tu vois, l'affaire des textures, ça me donne envie de... T'es pas obligé de le finir si tu l'aimes pas. On peut manger les Sour Patch aussi. On ne bankera pas sur le podcast On aujourd'hui. buggera pas hein. certains. Hum. Glycémie dans le tapis. Non, Ouais. mais écoute, je peux comprendre pourquoi certains aiment ça, là. Ouais. C'est juste que, personnellement, durant l'effort, C'est difficile à... Ouais. ouais, puis je sais pas si ça t'arrive à toi aussi. Moi, ça m'arrive des fois de tellement manger de sucre qu'il y a comme un film étrange de sucre qui se ferait dans ma gorge. Ah ouais. Puis des fois, faut que je prenne de l'eau. Parce que Beaucoup pour que sinon, ça passe. pour que ça flush, genre. Ouais. Parce que sinon, je peux m'étouffer, genre. Ah, ben oui. Je veux dire, quand je faisais du triathlon de compétition, je fallait pas que je me claque ça pendant, là. Hmm. Genre, c'était juste mon bidon, il était fucking sucré parce que c'était la seule affaire qui faisait que Mhm. j'avais pas l'enjeu d'avaler, tu sais, quand t'es essoufflé. Mais tu vois, ça, c'est... je sais pas c'est quoi la concoction de la recette, mais en gros, eux, ils misent vraiment sur l'absorption rapide d'un coup, j'ai l'impression, parce que c'est sucré et c'est comme visqueux. Ouais, c'est sirop de tapioca, miel biologique. Sirop de tapioca. C'est le premier, hein, dans le sucre. C'est écrit petit en tabarouette. Hein. Tandis que, tu vois, mettons, Morten, la raison pourquoi c'est autant apprécié, Ouais. c'est le... comment qu'ils appellent ça déjà? Pas hydrogel, my God, c'est quoi? C'est ça? Hydrogel, ouais, c'est ça. C'est comme leur technologie hydrogel qui, en gros, quand ça rentre à l'intérieur du corps, ça gélifie et ça protège la paroi intestinale de genre du spike glycémique qu'il De pourrait l'attaque avoir. de sucre. Ouais, là. Ok, exact. OK. Fait que c'est comme, une fois que c'est rentré en toi, ça a une absorption optimisée, mais moins Intense. genre d'un Ouais. coup. Fait que c'est comme ça qui... C'est ça qu'ils vendent, là, Morten, qui est comme très populaire. Là. OK. Et c'est ça que, d'une certaine manière, je pense que j'ai réussi à obtenir avec les gels que je fais. C'est que l'alginate de sodium, qui est le gélifiant dans le gel, une fois que ça touche au pH De l'estomac. de ouais. l'estomac, ça se gélifie. Fait que t'as comme une absorption qui est un petit peu plus longue et moins, genre, agressive. dans le fond. OK. Tu m'apprends plein d'affaires, je t'avoue. Fait que là, puis, t'as-tu vu aussi ce qu'ils ont sorti, le petit pot, le Morten? Non. Non? C'est quoi le petit pot? C'est en fait, c'est une façon de consommer du bicarbonate de soude sans les effets qui pourraient être... Laxatif, là. Exact. Si tu peux aller aux toilettes, il me semble que c'est laxatif un peu, là. Ouais, exact. Donc, c'est comme une genre de gelée OK. dans lequel tu ajoutes ton bicarbonate de soude et la gelée va protéger la paroi intestinale pour éviter... Cette, d'avoir diarrhée-là, là, Ouais, mettons, exact. là. Ah ouais. Ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. J'avais pas compris c'était quoi le petit pot. Puis là, il y a quelqu'un qui me l'a expliqué. J'ai fait genre, ça a du sens parce qu'il y a beaucoup de gens qui Qui ont cet effet-là. qui essaie c'est- de tester le bicarbonate de soude pour Ouais, buffer le pH, là. ouais. Donc, c'est pour ça que... Je sais pas si t'as-tu vu souvent, là, les pros, genre, sont là puis ils mangent une espèce de glu transparente à la cuillère?
Ça te dit rien? En tout cas, c'est ça. Je te dis, des fois, je me sens déconnecté, mais... Mais non, mais c'est pour ça que c'était les meilleurs, en fait. C'est parce qu'ils ont compris que... C'était quoi? C'était l'inconfort, le gros problème. Ouais. L'inconfort et la fatigue du palais. Fait qu'il n'y a rien qui goûte à rien. Puis tout est confortable. C'est-à-dire, quand tu le manges, j'ai rarement entendu quelqu'un dire que ça passait pas, là. Intéressant. Fait que, à la question que j'allais te poser de pourquoi ils vivent autant de succès puis au niveau marketing, puis pourquoi ils sont capables de pricer aussi élevé, tu viens probablement de répondre à la question. Ouais, c'est vraiment y a d'autres choses qui ont réussi? C'est sûr, leur programme de sponsorship. Le côté élitisme de la marque qui je veux dire, il y a beaucoup d'athlètes qui l'utilisent, mais je pense que c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont pas sponsorisés par eux qui l'utilisent. C'est ça, au final, tout le monde en a parce que c'est un bon produit aussi. C'est une formule qui marche vraiment bien. Ouais. Puis tu sais pas si c'est l'alginate, mettons. Toi, tu penses que dans ta recette, c'est l'alginate qui fait la texture un peu... Mais eux l'appellent la technologie hydrogel. Fait que je sais pas c'est quoi la concoction de gélifiant qu'ils utilisent. OK. Ouais. Tu veux goûter un autre? Non, ça va, merci. Je te mets ça comme ça? Je veux pas qu'il coule, ça, en tout cas. Fait que c'est la concoction de gélifiant. Je sais pas c'est quoi qui... C'est ça le challenge aussi, là. C'est la concoction gélifiant et le packaging. Fait qu'il y a comme ça. Puis eux, ils parlent aussi du ratio optimal glucose-fructose. Je pense qu'eux, c'est 0 par 8. En tout cas, quelque chose du genre, là. À la place de 1 par 1. OK. Ça n'a peut-être pas de sens ce que je viens de dire. En tout cas, mais il y a un ratio qui dit qu'il est vraiment optimisé pour l'absorption, plus le côté hydrogel. Là, j'espère vraiment que je ne me trompe pas dans mes termes. Là. En tout cas, on va se le faire rappeler. Et j'allais dire, dans tes recettes, toi, qu'est-ce que tu fais au niveau sodium pour doser? Parce que chaque personne a une sueur qui est plus ou moins dense. Là. Fait que toi, tu as trouvé ton mix à toi de quantité de sel. Tu vas-tu avec 3-4 grosses pincées de sel de chef tu vois, calculé, genre? Admettons, dans les bars, ce que je mets, c'est de la fleur de sel. Je vais en mettre quand même une bonne quantité parce que je trouve ça nice de temps en temps d'avoir le côté... je me rappelle, tu l'as dit dans YouTube. Du côté salé qui tranche un peu, là, qui est plus comme tranchant. Ouais, vraiment ça. Et sinon, moi, j'utilise des pilules de sel. C'est ça Ça me tente pas, là, tu sais, encore, tu sais, je parle souvent de ça, là, la fatigue, la fatigue du palais. Mais une petite gélule de sodium, c'est genre, je pense que c'est comme 500 mg de sel. Tu l'avales avec ton bidon, tu t'en penses, tu oublies ça, c'est fini. Ça, c'est fait. Je pense à ça parce que j'ai enregistré un podcast qui n'est pas sorti encore sur le... Il va être sorti au moment, je pense, qu'on va diffuser, mais toi et moi, sur un gars qui fait la Race Across Québec. Il fait le 1000 km. Nice. Puis lui, il est vraiment... Il prend bien du sucre, mais son truc, c'est qu'il s'est fait sponsor par une compagnie de pépettes, ben pas de pepperoni, parce qu'il ne faut pas que je dise ça, de saucissons séchés. Là. Ah, OK. Puis là, il me les a fait goûter. Là, on a goûté ça dans le podcast. Puis c'est comme 18 grammes de protéines, un petit peu de gras nécessairement, mais pas si pire, mais surtout du sel. Fait que lui, là, ce qu'il aime, là, c'est comme... Il bouffe ses glucides. Une fois par heure, une fois par 2 heures, il se pogne une des 2 pépettes du sac. Nice. Puis c'est vrai, là, genre, c'est comme paf, paf, puis c'est du solide, tu sais. Tant qu'il n'est pas trop gras, comme ton gros biscuit dad avec des huiles hydrogénées puis tout, s'il n'est pas trop dense en gras, tu sais, ça casse bien. Puis dans l'ultra-distance, c'est différent. T'es pas à côté dans le tape non plus. Là. C'est quand même une bonne... tu fais une bonne différence ici, là, selon moi. 1000 km versus 120 le week-end, on parle de deux stratégies de nutrition complètement différentes. Là. Évidemment, depuis tout à l'heure, je parle pour vraiment le week-end warrior qui part faire un 100 km, un 200. Ça cote, là. Ouais, dans aucune vidéo, t'as pas de l'air à côté, là. Quand est-ce que tu fais ton zone 2, Camino? On veut savoir ça. La question qui tue. C'est une bonne question. Hein. Je pense même pas comme ça. C'est quoi déjà de zone 2? Mais je pense pas comme ça. Moi, c'est l'aventure. Ouais. C'est l'aventure, puis c'est l'effort. En même temps, tu vas manger des poutines, là, fait que... Ouais, mais ça, c'est pas tout le temps, là. Puis quand je le fais, moi, j'aime pas ça. Je dois t'avouer, genre, I take one for the concept, là. Genre, je déteste le sentiment que ça me donne après. Genre, avoir comme une affaire grune même dans le ventre durant l'effort, c'est vraiment pas fait pour moi. Il y a beaucoup de monde qui aime ça, là, mais moi, je suis pour. Mais après l'effort, ou parce que toi, c'est comme au milieu, là? C'est durant... c'est-à-dire, une fois que je l'ai consommé et qu'il faut revenir... C'est ça. J'haïs ça. Rouler avec ça dans le ventre, là, c'est rough. J'aime ça me sentir comme léger. Je le sens que tout ce que je mets dans mon corps est absorbé. Ouais, c'est ça. C'est quoi ta nourriture solide préférée pour un milieu de ride, genre?
Pour de vrai, c'est les Rice Krispies Square. Ou genre les bars que je fais. Mais tout ce qui est du riz soufflé, là. Non, mais tu manges pas un sandwich chaque année dans le milieu d'un 200, mettons? Non. Wow! Non. Ah ouais? Non. T'es comme... Ça va peut-être être un arrêt au dépanneur. Oh! Attention. Vas-y. Là, je suis prêt à vous révéler le secret sauce. Qu'est-ce qu'on achète au DEP? Le Fanta Pineapple à l'ananas. Ouais. Oh! Watch out, man. Le prix, c'est moins cher que ton Gatorade salé. Mais c'est aussi que c'est rempli de glucides. Ouais. Mais encore une fois, c'est du sucre blanc. Qui est, ouais. J'ai fait une ride ce samedi. Puis tout le monde au dépanneur, j'ai dit, c'est pogné le Fanta à l'ananas. Puis ça a été unanime. Tout le monde a apprécié. Ah ouais? Fait que essayez-le si vous le voyez. Il vaut la peine. Là, en ce moment, ton type de ride, c'est ça, c'est Weekend Warrior. Ouais. Sur semaine, tu réussis à rouler avec la job puis avec la... Ouais, quand même. Puis ça ressemble à quoi ton... C'est quoi? Où est-ce que tu as le plus de fun? Un 120 kilos, genre? Ah ouais, moi, c'est vraiment quand je pars des grosses 3, sorties. 4, 5 heures. C'est pas facile de se trouver du monde qui sont partants pour partir à genre 7 heures le matin, un dimanche. Je vais aller faire genre un 160, 180. Puis d'y aller avec un rythme quand même soutenu. Mais ça, moi, il y a quand même du monde. Où est-ce que tu veux... où est-ce que tu nous amènerais rider si on allait avec toi le dimanche matin à 7 heures? Là, c'est moins difficile. C'est plus difficile en ce moment qu'avant. Oui, parce qu'on n'a pas la voie maritime, tu veux dire? Il y a ça. Tant qu'à soit refaite, est-ce que ça va rouler vite? Ça va être quelque chose, man. J'ai hâte en tabarouette. Ça serait sûrement genre une ride à Covey Hill, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Puis cette année, j'ai comme découvert... Parce que, en gros, moi, je suis quand même un wind geek. OK? La raison pourquoi je dis ça, c'est que vu que c'est des longues sorties, je préfère toujours avoir le vent de dos quand je reviens. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que quand tu vas loin, puis qu'il faut que tu repédales un genre de 100 km avec un vent de face, c'est vraiment nul. C'est vraiment poche, là. Donc, je check toujours le vent, puis c'est le vent qui dicte où est-ce que je m'en vais. Fait que souvent, Covey Hill, c'est souvent ça, là. On s'entend, le vent pousse quand tu reviens. Puis là-bas, c'est des rangs fermiers où est-ce que si tu as le vent de face, c'est rough. C'est rough, ouais. Donc, quand tu l'as dans le dos, c'est vraiment le fun. Fait que tu vas rarement vers genre Contrecoeur, Sorel, tout ça, parce que ça, c'est le vent dans l'autre sens. Non, mais effectivement, puis quand ça arrive, je suis content parce que c'est comme, yes, je peux aller là-bas. Sinon, j'aime bien aller à Rigaud aussi. Ouais. À Rigaud, là, j'ai comme réussi à développer une espèce d'itinéraire pour m'y rendre sans que ce soit trop désagréable. Par le bout de l'île, là, tu veux dire? Ouais, par le bout de l'île. Puis j'aime bien passer par Senneville. OK. Senneville, c'est comme un quartier genre ultra... huppé. Ultra aisé, je vais le mettre comme ça. Avec des maisons vraiment spectaculaires. Puis il y a comme... je pense que tu peux le rejoindre par Gouin, si je me trompe. En tout cas, il y a comme une façon... puis c'est vraiment le fun. Okay. C'est comme... C'est un beau paysage, des belles maisons. Puis après ça, t'arrives sur le bout de la ville. Puis il faut juste que... Il y a quelques moments désagréables. Comme toute long ride, là, c'est difficile de l'avoir parfaite tout le temps. Là. Puis après ça, une fois que t'es rendu dans le coin de Rigaud, c'est vraiment le fun. Il y a une belle montée aussi là-bas. Tu vas-tu des fois traverser les deux ponts pour aller rider dans le nord? Pas tant que ça, non. Ça fait pas... Moi, j'habite à la Chine, fait que c'est comme... Ouais, t'es plus... C'est moins un vibe. Il faut vraiment traverser la ville, puis c'est moins le fun, je trouve. Tu prends-tu ton char pour aller rider des fois ou non? Non. Idéalement, non. C'est ça que j'aime moins. C'est quand il faut que je prenne la voiture. Ouais. Je préfère justement cet aspect de liberté-là. Comme quand t'étais en BMX. Exact. Tu sors de la maison, puis tu t'en vas, puis tu reviens. Mm-hmm. T'as genre vu plein de choses, puis t'es revenu. Mais ça m'arrive des fois de le faire. Mettons, aller à... Là, je suis pas allé encore cette année, mais aller à Whiteface, des affaires comme ça. Mm-hmm. Je trouve ça le fun de temps en temps. C'est des belles... Pour aller vivre des choses différentes un peu, là. Faire une sortie de grimpe. Exact, ouais. Vous êtes physio ou vous êtes kiné et vous voulez devenir la référence pour les cyclistes dans votre région, eh bien, on a ce qu'il vous faut. Les formations Physio-Vélo. Une formation hybride avec du e-learning et des séminaires pratiques de 3 jours est ouvert aux kinés et aux physiothérapeutes. Inscrivez-vous à notre prochaine cohorte en France en novembre 2025 en partenariat avec la Fédération française de cyclisme. En plus de vous offrir une formation certifiante, Physio-Vélo vous propose du mentorat, des cas cliniques, mais surtout la chance de rejoindre un groupe d'experts, de kinés et de physio passionnés comme vous qui veulent améliorer la prise en charge des cyclistes. Inscrivez-vous dès maintenant parce que les formations Physio-Vélo, c'est plus qu'une formation, c'est une transformation de votre carrière. Est-ce que tu penses que
dans ton parcours de cycliste, l'endurance du mental que tu dois déployer en cuisine, ça, quand tu es sur le bike, ça contribue à être capable de prendre 160 puis être comme, man, c'est tellement nice. C'est comme faire un crise de long service en restauration, genre. Attends une seconde, là. Excuse-moi. Est-ce que ton endurance, tu sais, parce que en cuisine, là, tu dois devoir être focus, man. Tu peux pas vraiment. Est-ce que cette endurance-là se transmet en cuisine? Ouais. Est-ce que tu penses que tu le builds en cuisine ou l'un nourrit l'autre ou, tu sais? Je pense. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Non, je pense que l'endurance du vélo est vraiment bénéfique à l'endurance en cuisine. Ah, ouais. Mais je pense pas que l'endurance de la cuisine n'a jamais aidé. Parce que, comme je te disais, OK. tu peux être endurant d'une autre façon en cuisine. C'est-à-dire endurant plus mentalement. Là. C'est-à-dire tu te fais mal Tu continues, genre? C'est ça que tu veux dire? Ou... Non, dans les habitudes de vie. Là, dans le sens que tu te fais mal dans tes habitudes de vie, tu bois, puis là, tu rentres au travail, puis tu es endurant de cette manière-là. Ah, OK, ouais. Résilient à l'excès. Peu importe, tu vas arriver à faire ce que tu as à faire. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire plus de sport d'endurance, puis de développer ma santé cardiovasculaire, j'ai automatiquement senti une différence. Une clarté importante en cuisine. Genre, je sais même pas comment t'expliquer. C'est comme s'il y avait un nuage gris en haut de ma tête avant, puis là, soudainement, genre, c'est soleil tout le temps. Genre, j'ai l'impression d'être clair, de savoir où je m'en vais, d'être capable de toujours anticiper. Et évidemment, c'est venu avec le fait que j'ai arrêté de boire de l'alcool il y a 3 ans, mais tout ça ensemble, là, cette espèce de... Je pense aussi qu'il y a peut-être un lien avec le fait que mon rythme cardiaque est plus bas au repos. Tu te reposes mieux, finalement, probablement. Je sais pas. C'est peut-être que j'ai plus de facilité à gérer le stress. De toute façon, l'alcool, à terme, je veux dire, ta pression puis tout ça... Ouais. Fait que là, moi, je trouve qu'effectivement, le fait d'être vraiment en forme physiquement, d'avoir une bonne santé cardiovasculaire, ça a un impact énorme sur la façon dont je bouge en cuisine, constamment. J'allais justement te mentionner parce que tu en as parlé dans une vidéo YouTube. Là, je ne l'ai pas écouté. Tu as fait un genre de podcast, je pense, sur 1000 jours sans alcool. Ouais. C'est arrivé à quel moment, ça, cette décision-là, dans ton... Écoute, moi, je dois dire que c'est vraiment pas un problème d'alcoolisme là, qui m'a mené à arrêter. C'était plus une allergie, en fait. Je sais pas si c'est une allergie. J'ai pas été voir un docteur, mais en gros, je buvais une bière le soir, puis le lendemain, j'avais un hangover, là. Pas possible. Okay. Genre dégueulasse, là. Genre, je veux même pas y penser tellement c'était poche. Okay. Donc, éventuellement, quand tu te fais tout le temps mal de même à juste boire une bière, à un moment donné, c'est comme, OK, ben là, regarde, ça va faire. Puis là, j'avais un ami qui venait juste de rencontrer une fille, puis cette fille-là, justement, c'était similaire. Elle avait un symptôme qui ressemble au tien. Ouais, puis elle a dit, ben, tu sais, c'est pour ça que je bois pas d'alcool. Puis là, je fais, OK, ben, tu sais quoi, man, je pense que je vais juste arrêter. Je vais juste dire non. Puis on va voir ce qui se passe. Puis là, ben, éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que tu dis non. Là, OK, man, je me lève le matin, le dimanche, je suis en forme, je vais aller faire du vélo. Puis là, après ça, tu passes le premier mois, tu te sens bien. Tu passes le deuxième mois, tu te sens bien. Puis là, tu passes le troisième mois. C'est souvent là l'espèce de clarté, là, où est-ce que comme, ton corps a vraiment... purgé des toxines. Puis là, c'est comme, wow! C'est pour ça que le monde qui dit, je vais faire un mois sans alcool, je suis comme, essaie de le pousser à 3. Ah ouais, juste pour voir comment tu te sens à 3. Ouais. Et pour de vrai, en fait, ça a vraiment tout changé là, pour moi. C'est comme si je cherche pas à accélérer mon rythme de vie là, puis à faire en sorte que les choses passent vite. Je veux vivre dans le moment présent, mais tout ce que j'entreprends qui est en lien avec ma carrière, que ce soit des projets, la façon dont je cuisine, la façon dont je fais des vidéos, peu importe, tout ça a accéléré x10. Comprends ce que je veux dire? Genre, ma productivité a comme pris une espèce de bond vers l'avant énorme parce que cette clarté-là est venue avec. Cet espace mental-là aussi. Fait que, pour vrai, je recommande. Puis cette augmentation-là, mettons, de ta capacité à être focus, de l'énergie, dormir mieux, produire plus. Tu sais, en ce moment, là, quand je regardais, quand tu me dis, genre, j'étais un peu serré, tu sais, j'ai vu que tu étais en train de faire du montage vidéo. Tu sais, en ce moment, tu as l'air d'être en train de faire vraiment beaucoup de choses que tu mènes à terme, là, tu sais, dans le sens que moi, quand je regarde ta chaîne YouTube, pour en avoir fait, je sais que c'est vraiment beaucoup de travail. Ouais. Quand je vois que tu fais 120 kilos, je suis comme, ça aussi, c'est énergivore.
Puis quand on voit que en plus de ça, tu développes des projets dans la cuisine, que tu es consultant, mettons, dans. Mm-hmm. Je suis comme. I guess qu'effectivement, ton niveau de production est assez élevé. Ouais. Est-ce que cette clarté-là, puis tout, des fois, ça te dit. T'as-tu senti que tu pourrais peut-être en avoir trop dans ton assiette en ce moment? Je sais pas. Parce que des fois, on augmente notre production, puis on est comme, tu sais. Bon, je vais te le dire, là, c'est pas que le podcast s'appelle Jamais assez, parce que, tu sais, Mané, il y a cette tendance-là. Je vais faire un parallèle, puis on reviendra à la question qui était mal posée. Ouais. Non, mais elle était bien posée. C'est plus comment je vais y répondre. Ouais. Mais je te fais le parallèle, parce que dans le monde du vélo, je le vois beaucoup, cette culture-là qui a beaucoup évolué dans les... Moi, ça fait, mettons, 20 ans que je suis dans le monde du vélo, depuis 2005. Au début comme adolescent, puis maintenant comme jeune adulte, comme papa, comme entrepreneur. Puis je vois vraiment beaucoup de tendances à, par exemple, vouloir faire un demi-Ironman. Je pense à Strava, tu sais. Parce que sur Strava, tu as toujours du monde plus fort que toi. Ouais. Puis à un moment donné, je vois des clients ici à la clinique. Tu sais, quand on est en physio, c'est comme une relation assez intime. Le monde, ils viennent ici, puis ils sont comme, man, j'ai vraiment mal aux genoux, je peux pas faire ce que je veux en bike, puis ça me rend fou quand je suis pas capable de faire du bike. Ouais. Fait que, puis pas faire de sport, ouais, moi aussi, tu sais, comme 2 jours sans activité physique, je commence à être pas bien, puis là, ma blonde ou n'importe qui est comme, va juste faire autre chose. Va dehors, là, rien dans une heure, tu sais. Puis il y a cette tendance-là que j'observe de, tu sais, à cette heure, faire un Ironman, c'est rendu une norme sociale qui n'est pas exceptionnelle, tu sais. Puis des fois, je me pose des questions par rapport à ça parce que je trouve que des fois, je vois des gens qui sont pas dans le plaisir. Fait que la grande question de fond là, tu sais, de ces discussions-là, c'est que toi, premièrement, tu as dans le plaisir. Là. De l'extérieur, je veux dire, je te rassure. On en a parlé un petit peu avant de commencer, tu sais, le fait que tu as le feu, ouais. Tu sais, il y a des affaires la passion. C'est ça, il y a des affaires que tu as laissées de côté parce que tu as dit, je le fais pas pour l'argent ou, tu sais, je m'en vais vers quelque chose que je suis sûr que j'ai le goût de faire, même si c'est plus incertain parce que l'énergie que je veux mettre là, je suis assuré de l'avoir disponible. Ouais, ouais, totalement. Fait que la question derrière ça, c'est une question ouverte un peu plus philosophique sur le sens, là, tu sais, de... Tu sais, si à un moment donné, tu es plus passionné de faire 120 km, qu'est-ce que tu vas faire? Ou, tu vois-tu un peu ce que je veux dire par rapport à ça? Ouais. J'ai l'impression que dans ce que j'ai vu en me préparant, ton aspect de longévité de perpétuer tes sphères, tu sais, ça fait partie un peu probablement de la réponse dans un sens que tu veux être là pour le long terme. Tu sais, avoir un resto, faire des... Tu en as fait 100%. Des projets, tu en as accompli des affaires, puis là, ce que tu veux, c'est juste être capable de rester dans cet état-là de genre... Le feu est allumé, tu sais. Absolument. Ouais. Ben écoute, la première chose que j'aimerais dire, c'est si c'est pas déjà connu par tous et toutes, un Ironman, c'est vraiment difficile à finir. OK? On va mettre ça au clair. On va mettre ça au clair, là, s'il vous plaît. On va arrêter de dire que c'est comme aller prendre une crème à glace le dimanche soir, là. Mais c'est vraiment difficile. Fait que là, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je pense, pour répondre à ta question, là, ça vient d'une valeur que ma mère m'a toujours transmise, c'est si t'es pas heureux, fais-le pas. That's it, man. C'est juste ça. Dans le sens que si j'étais pas heureux de faire du vélo, j'en ferais pas. Si j'étais pas heureux de faire des vidéos, j'en ferais pas. Mon but, c'est juste d'être où est-ce que je suis heureux. T'as envie d'être. Ouais. Puis à partir du moment que je suis pas là, je m'en vais. C'est la même chose avec, mettons, la relation que j'ai avec les automobilistes, mettons. Right? Je pense que là, je m'en vais ailleurs. Là. Attention. On y va. Je te suis, je suis dans ta roue. Mais bon, la dynamique est vraiment à son pire en ce moment, entre les cyclistes et les automobilistes, on va se le dire. Là. Et tout le monde a tort. Dans le sens qu'il y a des cyclistes qui chauffent de manière absolument dangereuse. Je l'ai vu plein de fois. Puis des fois, je fais partie des groupes où est-ce que la personne en avant prend une décision que je suis comme aïe, c'était vraiment poche. Puis là, moi, je fais partie de ce groupe-là. Puis j'ai comme pas eu le choix d'une certaine manière. Comme des fois, il y a des automobilistes qui font pas les angles morts, qui mettent pas de flasher, puis c'est juste vraiment frustrant, right?
j'ai décidé d'arrêter de donner mon énergie à ces moments-là parce que ça me rend pas heureux. Tu comprends? Du point de vue que j'ai une situation avec un automobiliste, quelqu'un qui, je sais pas, là, qui manque de faire quoi que ce soit, je donne même pas une seconde, man. Parce que ça me rend pas heureux de le faire. Ce qui me rend heureux, c'est de continuer. T'sais. Puis je le sais que ça va juste créer de la tension, puis qu'on n'en finira jamais de cette histoire-là un peu dommage. La seule chose que moi, je peux faire, c'est dans mes habitudes, c'est de bien les faire, puis d'être heureux là-dedans. T'sais. Fait que là, tu parlais du Strava, cette pression-là, j'ai complètement arrêté. Quand je suis dans le rang puis qu'il n'y a personne, là, oui, je vais baisser la tête puis je vais y aller à fond. T'sais. Mais quand je suis en train de sortir de la ville, puis qu'il y a un stop, puis que je le sais qu'il y a une madame qui est là avec sa canne, puis son chien qui traverse, puis que tout le monde est arrêté, je vais arrêter aussi. Je pense tout le monde a un travail à faire là, dans cette dynamique-là, là, que ce soit les voitures comme les cyclistes. Mais, man, il faut... Là, je réponds à deux choses en même temps, là, parce que ce sujet-là m'allume énormément. Là, mais je suis vraiment content que tu répondes. Il faut qu'on s'aide les cyclistes nous-mêmes, man, à genre ramener la réputation du cycliste au bon endroit, parce qu'on s'aide pas. Puis je le vois constamment. Ouais. Puis c'est sûr, c'est frustrant. T'es un char. Moi, je conduis aussi une voiture. Puis il y a des moments où est-ce que genre, damn, tu l'as pas vu, tu t'as pas fait exprès, ou un cycliste qui fait pas son stop, qui passe à la dernière minute devant toi, t'es comme fuck, man, moi je veux pas écraser personne. Je veux pas écraser personne. Ouais. Excusez-moi d'avoir utilisé un mauvais langage, mais fait que c'est comme je pense qu'on a comme un travail à faire tout le monde ensemble pour que, ultimement, tout le monde soit heureux au même endroit, à pratiquer son sport, à pas tu sais. Mais je trouve ça très, très sage. Moi, j'ai eu une problématique à un moment donné que j'ai parlé avec ma psy, puis j'étais vraiment fâché contre un automobiliste, en l'occurrence. Qui avait mis en jeu la sécurité de mes enfants qui jouaient dans la rue. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose quand même. Je peux comprendre. Puis ça a fait... j'ai fait beaucoup de millage, là, beaucoup de séances sur ce sujet-là. Parce que, asti, j'avais tellement de colère que j'étais comme, OK, là, j'avais genre des plans, là, tu sais, j'avais beaucoup de plans, là, ouais, OK. spécifiques, là, détaillés, qui impliquaient de briser du matériel. OK. Puis là, pour cheminer puis faire le chemin de me dire... Que la psy me fait réaliser que si je fais quelque chose, il faut que je le fasse pour moi. T'sais. Ouais. Puis là, le consensus actuel, c'est que ma posture par rapport à ces situations-là, ça ressemble un peu à la tienne. C'est-à-dire que l'énergie que j'accorde, je vais pas tomber dans cette dynamique-là. Je vais garder mon sourire. Ma posture que je choisis d'avoir par rapport à ça, c'est une posture de genre... tant qu'il n'arrive rien à mes enfants. Ouais. Une posture de bienveillance plus grande pour pas que je tombe dans cette agressivité-là, qui pour moi, dans aucun contexte, peut faire du sens. Ouais. Souvent, mais je trouve ça sage. Toi, t'es arrivé à penser à ça, genre, par toi-même. Félicitations. Ouais, mais écoute, c'est juste parce que premièrement, je suis pas un fan de confronter le monde pour rien puis que ça finisse en agressivité. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que de montrer l'exemple. Là, c'est sûr qu'il y a une dynamique différente. Tu es dans un char, il y a une personne dans une voiture, puis quelqu'un qui est sur un vélo. Puis ben là, c'est comme... Peut-être c'est plus de le rendre d'une manière... Si tu es pour avoir cette interaction-là, c'est comme, hey, pour de vrai, à la fin de la journée, tout le monde veut rentrer à la maison, voir sa famille. Là, en ce moment, toi puis moi, on est ici. Mais à la fin de la journée, là, toi, tu veux rentrer voir tes enfants. Moi, je veux rentrer voir ma blonde, puis mon chien, puis mes chats. Genre, on peut-tu juste keep it at that? Puis comme, tu sais... Ça m'arrive souvent de le dire aussi, de cette manière-là. T'sais. On sait jamais c'est qui est sur la route. Là. Moi, je peux avoir l'air d'un maudit gars qui veut aller vite là, avec son sou tout moulant, puis son bicycle, ses affaires, whatever. Mais des fois, le monsieur qui est derrière, la personne qui est derrière cet uniforme-là, c'est un grand-père qui a genre 5 petits-enfants, qui a une famille, puis que lui aussi veut pratiquer son sport, puis il faut qu'il utilise la route pour se rendre où il a besoin d'aller. Puis on l'oublie tout le temps. C'est quand même un maudit cycliste. Puis cette personne-là, on ne sait pas, tu sais, qui est dans la voiture. Peut-être que dans une semaine... Elle est en vélo. Elle est en vélo. Ouais. Peut-être qu'elle va tomber en amour avec le sport. Ou même, tu sais quoi? Peut-être que son fils décide de tomber en amour avec le vélo. Puis là, comme... Ah, ben là, soudainement, tu as comme un regard différent. Je veux pas que mon fils se fasse frapper par les voitures. Fait que
tout est une question de perspective, mais je pense que si on est capable de se rejoindre ensemble, au milieu, puis c'est pas facile. J'ai goût de te poser une grosse question finale, à laquelle il n'y aura probablement pas de réponse. Là. Comme ce que je viens de faire, non? Il me semble que tu m'as posé une question puis je suis allé complètement dans il n'y a pas de réponse à ces questions-là, dans le sens que c'est plus d'inspirer une posture peut-être justement de l'idée par l'exemple. Ouais, mais en tout cas, je pense que ça avait un lien avec la fatigue, là, la façon dont on parlait. Puis moi, je t'ai juste dit, genre, pour moi, c'est important d'être heureux. Ça me fatigue pas quand je suis heureux. Ah, tu parles de la question de pas. Parce que tu fais beaucoup de choses en même temps. Des fois, c'est ça qui est impressionnant, qui peut être intimidant quand les gens accomplissent beaucoup de choses en même temps. Ouais. Ces gens-là, en général, s'ils t'offrent la run, c'est parce qu'ils sont en train de faire de quoi qu'ils aiment. Mm-hmm. Fait je te rejoins assez là-dessus, là, dans le sens que tu vas continuer à faire beaucoup de choses. En tout cas, ultimement, je pense que j'ai réussi à y répondre. Là. J'ai parlé de voiture. C'est parfait. Non, c'est parfait parce que je pense en espérant que ce message-là, il est bien passé. Là. Non, mais je pense qu'il était rempli de bienveillance puis justement de lieux communs là, entre les différents humains. Mais la question que j'ai par rapport est beaucoup par rapport... On a 10 minutes, OK? OK. Par rapport à l'Internet. Ouais. Par rapport, tu participes à créer de l'excellent contenu sur les réseaux sociaux, très niché par rapport à la nourriture puis par rapport au vélo. Mm-hmm. Puis il y a toujours cet enjeu-là de... Moi, j'ai une grande question de fond qui me questionne par rapport aux réseaux sociaux. Souvent, c'est l'espèce de lieu commun qui est un petit peu disparu. C'est-à-dire que quand tout le monde écoute les chefs, tout le monde parle des chefs le lendemain. Mm-hmm. Mais quand tout le monde se fait feeder un algorithme différent, après ça, toi, tu me parles de Morton, puis tu me parles du monde qui achète des Rice Krispies, je suis comme, man, je suis clueless. Mm-hmm. Puis des fois, je me demande si, derrière cet enjeu-là, des fois, je suis pessimiste. Parce que par rapport au lieu commun qu'on a pu, tu sais, là, en ce moment, toi puis moi, ben, on se rejoint dans nos sphères de vélo, tu sais. Fait que là, on parle de plein d'affaires qui finalement se rejoignent toutes, tu sais. Mais des fois, dans le web, cette colère-là qu'on peut avoir entre les différents usagers de la route, là, ben, est alimentée un petit peu par ça. T'sais. Fait que je sais pas, ton take, quand tu crées du contenu, tu m'as donné des bons trucs, puis j'ai bien vu que tu avais geeké en masse sur ce qui se passait en ce moment sur YouTube puis les plateformes. Ce lieu-là commun, est-ce que tu le vois... Tu le vois-tu disponible? T'sais, parce qu'avoir une discussion sur les usagers de la route, là, il me semble que c'est comme rendu difficile. Mm-hmm. Effectivement. Puis, quand je pensais à ma question que j'allais te poser, j'étais comme... La restauration, ça reste un lieu commun où ce que le monde y partage un moment. Ouais. Toi, tu le vis à chaque jour, mettons. Là. Ouais. Puis, j'avais juste le goût de savoir c'était quoi ton texte sur ta consommation à toi, puis qu'est-ce que tu faisais comme hygiène par rapport à ça, tu sais. Parce que moi, j'y participe. Fait que des fois, j'ai comme un sentiment de genre, je contribue à cette machine-là. Je sais exactement de quoi tu parles. Puis, je suis comme, mon succès, il est dû à ça, là, tu sais. Dans le sens que je suis ici. Ouais. Je sais de... Puis j'ai eu un gros blues cet hiver par rapport à ça. OK, ouais. Ça me donne un blues. Des fois, je suis comme... J'étais comme... Je veux-tu contribuer à rendre le monde accro à leur téléphone, tu sais? Ouais. C'était un peu ça. Puis après ça, il a fallu que je prenne juste un step back, puis que j'ai pris une pause là, de création de contenu pour juste filmer des affaires que moi, je voulais filmer, que c'était comme personnel. Je suis rentré dans un espèce de genre home video mode. Je suis allé voir mon grand-père. J'ai filmé des moments full intimes avec lui où est-ce que genre il me partageait un vieux livre de cuisine que ma grand-mère utilisait tout le temps, puis genre on checkait les recettes, tout ça. Ça, c'est des moments que j'ai capturés que je vais toujours avoir. Ouais, c'est fou. Mon grand-père qui cuisine, des affaires. Puis après ça... Tu t'es fait des bons souvenirs. Nice. Puis après ça, je parlais avec parce qu'à ce moment-là, je travaillais dans un studio multimédia, fait que je parlais avec un producteur qui m'a dit, écoute, encore une fois, si t'aimes pas fondamentalement ce que tu fais, ce que tu filmes, le contenu que tu crées, pourquoi tu le fais? Puis j'ai vraiment fait comme... Je pense que tu as raison. T'sais. Je pense que j'ai besoin de juste avoir un plaisir créatif énorme. Pour fournir l'effort. Et c'est là aussi où est-ce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi, personnellement, je suis un fier, je ne vais pas l'appeler comme ça, là, mais je vais l'appeler comme ça pareil. Assumé. Gradué de l'université de YouTube. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mon savoir actuel que j'ai acquis grâce à cette plateforme-là. Ouais.
Fait que là, il faut que je me rappelle de ça aussi. C'est un outil incroyable pour l'apprentissage. Ouais. Combien de choses t'as appris sur YouTube, toi? À matin, OK, ma blonde ouvre le lave-vaisselle, le ressort lâche. Ça y tombe sur le pied. Bon. 2 secondes plus tard, YouTube, c'est réglé après, right? J'ai envoyé un texto, j'ai dit, je vais checker ça cet après-midi en revenant. J'ai trouvé une vidéo sur comment le démonter. J'ai dit, au pire, on commande le ressort. That's it. C'est good, ça. Fait qu'il y a ça aussi, moi. Puis après ça, je me suis dit, OK, ben, comment est-ce que je peux combiner ces deux choses-là? Je me suis dit, la cuisine, ça a toujours été dans le partage. Le cuisiner pour les gens dans un restaurant, il y a eu un certain stade où est-ce que quand je cuisinais, puis je faisais beaucoup d'événementiels, ça coûtait cher, venir s'asseoir autour de la table, puis c'était moins accessible. Et ça m'a comme aussi travaillé un peu, j'étais comme, ça filtrait énormément la clientèle, j'avais l'impression Fait qu'il y avait un enjeu d'accessibilité. Ouais, j'avais l'impression de ne pas rejoindre mes amis, ma famille, parce qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Et puis là, arrive cette plateforme-là que j'utilise depuis toujours pour moi apprendre, pour rigoler, pour m'inspirer. Cet outil-là, il a été mis en place pour que les créateurs soient capables de monétiser leur temps. On s'entend, ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre des heures et des heures à arriver à un moment où tu es capable de te monétiser. On peut monétiser bien des affaires. Là. Mais reste que ils ont trouvé une façon de faire en sorte que les créateurs peuvent rendre leurs produits gratuits pour le public et qu'eux, en échange, ils reçoivent une monétisation. Et là, je me suis dit, wow, quel bel outil pour me permettre de rendre plus accessible ma cuisine, de démocratiser ma philosophie. Ça m'a comme un peu, d'une certaine manière, ça m'a comme un peu réconcilié avec mon métier. Parce que là, j'ai comme un outil qui me permet de rejoindre tout le monde gratuitement, peu importe où dans le monde, à n'importe quelle heure que tu veux. Tu peux aller l'écouter 100 fois si tu veux. Puis après ça, ben il y a un espace physique où est-ce que tu peux venir manger ma nourriture. Et là, ça, on n'en a pas parlé, mais je travaille là-dessus en ce moment. J'ouvre mon restaurant. J'ai vu que tu as mis des petits hints. Là. Ouais. Parce que, dépendant de la diffusion du podcast, on peut t'arranger ça pour que ce soit ton Non, je pense pas que tu vas vouloir ça. C'est compliqué, l'ouverture de restaurant. Ça prend du temps. On pourra lui poster quand le temps sera venu. Donc, pour moi, ça a été plus de prendre une direction qui est plus wholesome, où est-ce que, pour moi, c'est important de transmettre le plus. En fait, c'est quoi? C'est comme ça que j'ai entendu un créateur le dire et c'est comme ça que j'ai décidé d'appliquer la philosophie depuis ce temps-là. Je sais pas si tu connais Ryan Trahan, qui est possiblement le meilleur YouTuber de l'histoire. Le plus récent de Colin and Summer, c'est lui que j'ai écouté. Ah, man. Lui, il fait pas partie de ce qu'on a discuté comme situation un petit peu genre... lui, c'est possiblement le meilleur... Je pense que c'est le meilleur YouTuber au monde. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Tu le vois qu'il est dans sa zone. Il faut vraiment y penser ce qu'il fait. Là. Genre, c'est simple, mais my God, qu'il fallait un gars brillant pour y arriver. Genre, c'est fou. Là. Son génie narratif est indéniable. Son concept est incroyable. Si jamais vous avez pas écouté ça, guys, allez l'écouter, ça vaut la peine. En gros, on peut commencer par le Penny Series, puis après ça faire l'autre. En gros, il a dit, je veux que chacun de mes vidéos feel comme un cadeau à l'audience. Et à partir du moment où j'ai entendu ça, j'ai dit, ouais, tu sais quoi, je pense que c'est une belle mission de se donner. C'est que tu peux toujours en ressortir quelque chose, que ce soit une recette, une inspiration, ou un juste moment de rigolade, comme tu dis, exact. ou comme un truc qui fait du bien. Exact. Fait que voilà, moi, c'est comme ça que je me suis dit, c'est comme ça que je me suis sorti du blues, en fait. C'est de me dire que je contribue à tout ce qui, moi, m'a aidé. Plutôt que de dire que je contribue à ce qui peut nuire. Puis, honnêtement, YouTube, pour moi, c'est comme une plateforme exclue un peu de cette espèce de brain rot, addiction, parce que c'est... C'est du format long. C'est du format long. Il y a beaucoup de gens qui l'écoutent sur la télévision. Je pense pas que... En tout cas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est rare de voir des gens avec une habitude de genre scroller YouTube jusqu'à la fin des temps. Là. Mais en même temps, on a tous déjà entendu quelqu'un dire « Je me suis retrouvé à 2h du matin à regarder des vidéos de palmiers. » genre. Fait que, écoute, man. Mais l'habitude est moins là, je pense. Ouais, right? Puis je pense que, justement, c'est soit pour aller chercher du divertissement ou aller chercher des informations. Et il y a
tellement niche là, sur cette plateforme-là que c'est ça qui est la beauté, selon moi. Peu importe c'est quoi ta passion, il y a une niche. Quelqu'un qui l'a fait intense. Il y a quelqu'un qui le fait intense, qui a des tricks and tips. Donc, pour moi, écoute, toutes les autres plateformes, c'est vraiment genre, par la bande, je vais comme contribuer à ce que... à garnir un peu le Instagram, TikTok, tout ça, mais mon focus, c'est vraiment YouTube. C'est vraiment là que j'ai du plaisir justement à contribuer à le positivisme de l'Internet. Ouais, le côté... Ça a-tu du sens? Je sais pas bien. Ah, vraiment. Puis je trouve que, tu sais, c'est assez simple là, pour moi de faire une genre de conclusion avec ça parce que, dans un sens, cette conversation-là, c'était un peu ça mon objectif. C'était d'amener du positif sur ce que tu veux changer dans la culture de la restauration, mais aussi, tu sais, ce que tu essaies d'amener avec tes recettes qui rend vraiment service à du monde, là, tu sais. Yeah, j'espère, en tout cas. Fait que là, il nous reste à juste tweaker l'appareil pour en faire un 3 minutes vertical. Exact. Puis je vais te faire ta recette. Parfait. Merci, Camilo. Hey! C'était un vrai Merci plaisir. à toi. Puis, écoute, j'ai aimé ça, man. Full inspirant. Laisse-moi te le dire, parce qu'il faut le dire quand ça c'est mérité. Vas-y. J'apprécie énormément le fait que tu sois structuré. Tu sais, tu m'envoies des questions, tu fais tes devoirs. C'est le fun, tu sais, de voir qu'on s'en va à quelque part. Genre. Puis c'est pas toujours comme ça. En tout cas, ça me fait plaisir. Le monde le savent pas, là, c'est du travail ce que tu fais. Là. D'habitude, il y a un producteur, il y a du monde. C'est toi qui as tout cet ça tout seul, man. C'est hot pour vous. Des bons amis, des bons chums. Félicitations, man. Merci, Camilo. On se voit bientôt au restaurant. Chers auditrices, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour nous aider à être présentés à d'autres cyclistes passionnés comme vous. Je vous remercie de votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!